Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dorine et Cyril, des investisseurs également heureux, en couple, également les fondateurs du podcast Les Investisseurs Sereins, qui ont un parcours qui va intéresser vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous écoutent, à n'en pas douter, avec un parcours un petit peu atypique. Ils ont fait des choix qui les a amenés aujourd'hui à passer grosso modo de cadre, employé cadre avant, à aujourd'hui dédié totalement aux investissements et notamment immobiliers, mais pas que. Et avec un parcours aussi entrepreneurial en parallèle, en lien avec votre belle émission Les Investisseurs Sereins, on pourra y revenir aussi. Coucou Dorine, coucou Cyril, vraiment un plaisir de vous avoir. J'ai déjà fait des émissions en duo, enfin en trio pour le coup, mais avec des couples, et là c'est encore une nouvelle fois avec grand plaisir qu'on va se lancer dans l'aventure, parce que l'entrepreneuriat, l'investissement, ça peut être aussi canon de le partager à plusieurs, et qui plus est en couple. Salut! Salut Ismaël, on est trop content d'être là, donc avec grand plaisir de partager notre parcours. Hello Ismaël, merci pour l'invitation. Yes. En quelques mots, j'ai décrit un petit peu votre parcours, passé de cadre, investisseur, etc. Pour remettre un petit peu plus de contexte, vous avez aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 35 ans pour toi Dorine, 39 pour toi Cyril. Vous êtes les heureux papas de 3 enfants, ce qui est un petit peu sportif peut-être parfois, mais qui doit donner tellement de bonheur également. Vous êtes du côté de l'Est, du côté de Metz, après un grand passage professionnel sur Paris ou la région parisienne. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus? Vous avez donc encore une fois cette émission, le podcast Les Investisseurs Sereins également. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en quelques mots? Voilà, vous décrire, vous le ferez certainement beaucoup mieux que moi. En gros, pour être très succinct, le but c'est d'être succinct, c'est ça là. Je vais faire un petit résumé rapide. En gros, nous on a fait une école d'ingénieur en informatique, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. On s'est rencontrés à l'école. On était des gens, on va dire, dans la société qui respectaient les règles, dans le sens où on faisait les bonnes études, les parents ils nous saoulaient pour qu'on fasse des bonnes études, on trouvait un travail, un CDI, etc. Et on rentrait dans la vie active. Voilà, c'est un peu, on va dire, des gens basiques, classiques, qui voulaient faire bien les choses. Et puis tout doucement, nos aspirations ont évolué avec le temps. Cyril, lui, il avait déjà eu son premier grand tournant où il a quitté son CDI à l'époque pour se lancer en indépendant. Ouais, c'est vrai que moi je suis un homme à challenge, et c'est vrai que j'aime bien me relever des défis, des challenges, et d'aller aussi à l'encontre de ce que mes parents avaient comme cadre de vie. Donc c'est vrai que déjà de quitter ma campagne pour monter à Paris. Donc ça, c'était déjà la première étape. La deuxième étape, c'était effectivement au bout de même pas 3 ans de CDI, c'était de dire bye bye le CDI, je me mets à mon compte. Donc moi, il faut savoir que je travaillais dans le milieu bancaire, donc j'ai travaillé pour les banques. Et la troisième étape, c'était de se dire je ne vais pas acheter ma résidence principale, je ne vais pas acheter ma maison comme mes parents auraient aimé. Et on s'est retrouvé à acheter un immeuble dans le centre-ville de Metz. D'accord, mais ça fait beaucoup de questions qui m'amènent. Alors déjà, tu dis que
pour prendre ton cas, toi, Cyril, tu viens de la campagne, donc de l'est de la France, du côté de Sochaux, hein, pour ceux qui connaissent, pour situer, donc une ville moyenne. Vous êtes rencontrés à quel moment de votre vie? Est-ce que vous avez parlé donc du cursus scolaire classique, les belles études, etc. Là, on rentre dans la vie active. Vous êtes rencontrés à quel moment? Dans les études. Ouais, Toi, moi, t'étais dans la vie active et moi, ouais, je suis moi dans les études. ouais, parce que du coup, on a plus de 3 ans d'écart, donc du coup, on n'a pas fait l'école ensemble. Moi, je l'ai rencontré, donc quand moi, j'ai commencé à travailler, j'étais dans la vie active et Dorine rentrait en école. Ouais. Ok, ouais. Mais c'est par le réseau des anciens de l'école que nos chemins se sont croisés. Ouais, donc vous vous êtes rencontrés quand même relativement tôt, et donc cette aspiration pour, dans un premier temps, faire les choses correctement, un petit peu suivre voilà le train familial, les exigences, et d'un autre côté, en tout cas de ce que j'en tire comme ça, Cyril, toi plutôt au côté un petit peu plus peut-être fonceur ou tête brûlée, de dire allez, je vais faire le contre-pied et je vais prouver que je sais arriver à faire différemment, en quelque sorte, hein, Ouais, je Alors, l'aurais pas défini comme ça. Hein. ouais, je me définis pas comme fonceur et tête brûlée, hein. Tous mes choix sont quand même bien Ultra réfléchi. réfléchis et surtout sécurisés, hein. Je suis quelqu'un plutôt qui va sécuriser les choses, qui va réfléchir à 3 fois avant de sauter le pas. Donc tout était déjà bien, voilà, tout était déjà bien étudié en amont, hein, pour prendre la décision. Mais Ok, d'accord. typiquement, par exemple, quand t'es monté à Paris, pour toi, ça a été un gros challenge. En fait, je sais pas comment dire. En fait, Cyril, il est d'une nature à aimer la sécurité, euh, mais en même temps, comme t'es doué et tu te débrouilles bien et que t'arrives à peu près à te faufiler, t'as des opportunités qui s'arrivent à toi et là, t'as vraiment super peur, mais tu te dis, ce serait quand même bête de pas la saisir, quoi. Non? Exact. C'est peut-être plus comme ça que gérer le truc, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Et cet immeuble, tu dis, tiens, je vais pas acheter ma résidence principale, ma maison, etc., comme ça serait peut-être coutume pour beaucoup de passer par ce cheminement. Tu dis, j'ai acheté un immeuble. Est-ce que tu vivais dans cet immeuble que tu as acheté, ou c'était d'entrée de jeu pour faire un investissement locatif ou autre Non, il y a vraiment eu un grand cheminement. En fait, ce qui se passait, c'est que bah, du coup, moi, je gagnais bien ma vie, hein, à Paris, hein. Du coup, j'accumulais pas mal d'économies sur mes comptes bancaires. Et Mhm. les années passèrent et je voyais dans mon entourage que les gens achetaient leur maison ou leur appartement, leur résidence principale. Et il y a un moment donné, tu te dis, bah, moi aussi, il faut que je puisse investir dans l'immobilier pour acheter mon appartement, par exemple, à Paris. Donc, il y a vraiment eu un cheminement avec Dorine sur on achète notre appartement à Paris, mais en même temps, on savait qu'on voulait avoir plusieurs enfants. Et puis pour nous, en fait, c'était important de rester dans le centre de Paris avec notre travail dans le centre de Paris. Moi, c'était hors de question de faire le train tous les matins, le RER ou le métro pour aller travailler. Et donc, le prix au mètre carré était beaucoup trop exorbitant et on se serait vraiment endetté fortement. Et moi, ça me faisait un petit peu peur de mettre tout cet argent-là. Donc, on s'est Mhm. rabattu en fait sur des investissements locatifs. Donc, moi, j'ai été énormément approché par des conseillers en gestion de patrimoine ou même par ma banque Bien sur des sûr, ouais. investissements de type Pinel. Donc, tu vas à la banque, tu fais 2 rendez-vous, tu signes un papier, tu deviens propriétaire d'un appartement en construction, d'un programme neuf sur lequel tu vas pouvoir défiscaliser et du coup payer moins d'impôts. Et c'est vrai qu'avec Dorine, à chaque fois, on se reposait le soir avec les documents qu'ils nous donnaient, et quand on tirait le trait en bas de page, ben on retombait pas sur leurs chiffres, et deux, on avait beau refaire les calculs, bah, on trouvait pas ça intéressant parce que ça allait nous coûter de l'argent, et puis qu'est-ce qui se passe dans 9 ans quand tous les propriétaires de l'immeuble veulent revendre, et ainsi de suite, plus les contraintes de locataires qu'on doit y mettre. Donc on s'est dit, bah, pour comparer, on va quand même aller visiter un appartement dans Paris, et qu'on va acheter, qu'on va mettre éventuellement qu'on fait un petit rafraîchissement et qu'on met en location. Et là, on a visité un appartement pas très loin de chez nous. Et du coup, on s'est dit, bah, déjà ça, c'est déjà plus intéressant de faire ça que de faire un Pinel. Et Donc, là, tu te dis, c'est pas normal, tu vois, parce que je veux dire, on n'avait visité aucun appart à part celui-là, même pas de prix négocié. Tu te dis, c'est déjà plus intéressant qu'un Pinel. Et là, tu te dis, attends, là, en fait, y a moyen de faire mieux que ça quand même. et ce qui s'est passé, c'est que dans cet appartement-là, il était agencé d'une certaine manière. On s'est dit, ah, attends, il faudrait mettre la cuisine à cet endroit-là, la salle de bain là. On a commencé à faire des plans. Bref, on a pris beaucoup de plaisir, beaucoup de discussions et de réflexions ensemble. Ouais, on s'est bien marré en fait à faire les Ex- plans de cet appart. Exact. Et puis après, bah, du coup, tout le cheminement nous a mené à se dire, bah, pourquoi pas aller ailleurs que Paris, parce qu'on entendait beaucoup parler comme quoi à Paris, bah, la rentabilité ou le rendement était pas bon, vaut mieux un peu s'exiler en dehors de Paris. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte que Metz, bah, la ville natale de Dorine, est à 1h20 de TGV. On l'aimait bien cette ville aussi parce qu'on y allait de temps en temps le week-end pour voir ma famille. Du Et coup, oui, c'était bah oui. aussi ça qui nous a
attiré à se dire, bah attends, quitte à y aller là pour voir la famille, bah autant qu'on aille visiter pour voir ce qu'il y a. Et au prix du budget qu'on avait, nous on avait le budget d'un gros appart à Paris, enfin un gros appart, d'un studio F2 à Paris. Du coup, on s'est dit, bah qu'est-ce que tu peux acheter à ce prix-là à Metz? Bah, en fait, à Metz, tu peux acheter un immeuble à ce prix-là, quoi. Et ouais, c'est Et du fantastique, coup, mais bah là, de ce que les vous dites, planètes se sont alignées, ça me quoi. donne envie de rebondir parce que tu vois, vous parlez du Pinel, etc. Alors ça peut convenir à certaines personnes hein, qui sont en mode vraiment totalement Ah passif. oui, tout En à fait. effet, peut y avoir des réductions d'impôts, même s'il y a une surcote, à mon sens, pour beaucoup des cas où bah, la surcote a bien gratté un petit peu l'économie qu'on va avoir derrière sur les impôts. Bref, ça se discute. L'idée, c'est pas forcément de plomber forcément le Pinel, etc. Ceux qui nous écoutent, s'il y a des CGP, des banquiers, etc., il n'y a pas de problème avec ça, mais Mm. il y a le côté Pinel, vous avez vite compris que ça ne vous correspondait pas. Il y a le côté investissement vraiment Paris-Centre qui aurait pu avoir une utilité, une fonctionnalité pour vous à ce moment-là, vu que vous y travaillez plus dans une optique patrimoniale, mais ça ne vous correspondait pas, et vous avez quand même eu cette réflexion, fait le tour de la question. C'est intéressant votre démarche, parce que vous êtes posé, calculé, mis les chiffres en bas de page, etc., comme vous dites, et fait ce comparatif avec Metz, soit qui était à distance, etc. Mais le fait d'avoir la famille et de faire les allers-retours régulièrement, ça a cassé peut-être d'éventuelles craintes et peurs de se dire d'investir à distance, d'investir à, je sais pas, tu dis 1h20, mais ça doit être à peut-être 300 km, 400 km de Paris, j'en sais rien, je dis des Ouais, c'est bêtises, hein, ça, c'est mais 350 kilomètres. En voiture, tout, c'est plus de 3 heures. 3 heures ouais, de route, voilà. tu vois. Et donc, tu vois, 400, 300, 400 bornes de votre lieu d'habitat de travail, de se dire, tiens, je vais pouvoir investir là-bas, mais le fait d'avoir tes attaches, ça a cassé toutes ces peurs, toutes ces craintes. Et en faisant ce comparatif, tu te dis, bah oui, en effet, un investissement en plein Paris, c'est limite plus intéressant qu'un Pinel en province ou certainement ça devait être en banlieue ce qu'on vous proposait, etc. Et un investissement pour le même prix d'un 20-30 mètres carrés parisien, on peut avoir accès à éventuellement à détenir un immeuble en province et à Metz, qui est quand même une ville. C'est à Metz centre ou c'est en périphérie? Euh, Alors, en l'occurrence, on a tout dans le centre, ouais. Dans le ouais, centre de ouais, Metz. à Metz Dans le centre. tout Donc, bord, le bord du centre. Le bord du Bon, centre. donc qui reste quand même une ville taille moyenne, enfin assez grande. On n'est pas en pleine campagne, voilà, dans le Non, ouais, Cambrousse ouais. ou donc ouais, mais c'est intéressant cette réflexion que vous avez eue déjà à ce moment-là. Je trouve Mais cette je pense, gymnastique d'esprit de vouloir creuser, mais en même temps avec le but de quand même in fine passer à l'action et concrétiser. Ouais. bah, en fait, par rapport à ça, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que nous, finalement, on avait la chance d'avoir attendu de le faire. Donc, du coup, Cyril lui râlait parce qu'il approchait la trentaine. D'ailleurs, t'avais passé la trentaine, hein, quand on a commencé. Et Cyril était en mode, bah oui, mais du coup, j'ai 30 ans, j'ai toujours rien, etc. Mais en même temps, le fait d'avoir pris le temps, c'est qu'on a vu nos copains faire. Et en fait, on comprenait le système, tu vois. Et on avait compris que le cadre qui achetait son Pinel ou son petit appart tranquille à Paris, nana, il était à cash flow négatif et que dans tous les cas, il allait bosser jusqu'à 65 ans, enfin, je sais pas c'est quand la retraite, mais qu'en gros, il n'y avait pas de porte de sortie par le haut, quoi. Je sais pas comment dire la phrase. C'est-à-dire que tu savais que ton chemin allait être linéaire, que oui, t'allais avoir une retraite pépère, tranquille, mais moi, j'avais vraiment compris le système. Il était fait comme ça et t'allais quand même bosser jusqu'à 65 ans. Et on a eu ce moment où on s'était dit, mais ok, quel type d'investisseur on veut être? Est-ce qu'on veut être les investisseurs plan-plan? Et ça, c'était une option, tu vois, on aurait pu se dire, bon, ça nous saoule, on veut pas se prendre la tête, on fait un investissement plan-plan. Et il y avait la deuxième option qui était, bah nous, on va essayer de faire un truc un peu plus aventureux, quoi. Un peu plus... et je me rappelle toujours en me disant, je pensais à Donald Trump. À l'époque, il n'était pas président des États-Unis en plus. Enfin, il était, je sais pas, c'était quand, mais bon, ouais, c'était avant, tu vois. Et puis, Oui, tu sais, c'était avant, parce que c'était c'est, début 2017. ouais, il n'était pas encore président de la République, mais moi, président de la République, président des États-Unis, pardon. Et du coup, à l'époque, tu vois, je me disais, tu sais, dans ma tête, c'était un peu un modèle d'entrepreneur immobilier, mais imaginaire, hein, parce qu'en vrai, je le connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout son parcours. Mais je me disais, mais est-ce que franchement, Donald Trump, il aurait acheté un Pinel ou acheté un pauvre appart à Paris en cash flow négatif, tu vois? Je me dis, bah non, je suis sûre que Donald Trump, il aurait pas fait les choses comme ça. Et je m'étais dit, bah allez, vas-y, je me suis dit, il y a moyen qu'on devienne des bons investisseurs IMO, mais tu sais, de la gamme du dessus, quoi, tu vois, de la gamme, en tout cas de la gamme qui est un peu plus aventurière, quoi. Et du coup, on a choisi de faire un truc un peu plus aventureux, en mode,
en mode bah go quoi. On tente un truc qui pourrait potentiellement, on n'avait pas encore on se rendait pas compte ce que ça allait devenir, mais qui avait au moins le potentiel de faire un truc vraiment bien quoi. Ouais, ouais. Pour Et rebondir des là-dessus, je pense objectifs que notre importants, enfin vous avez des objectifs intéressants et vous avez envie d'avoir un investissement, quelque chose, un projet qui soit potentiellement game changer, pas juste, comme tu dis, l'investissement Ouais, plan-plan. Voilà, envie de vous démarquer aussi peut-être, envie de faire les choses à fond. C'est peut-être aussi ouais, vous tirez peut-être ça de votre cursus ou comme tu disais en introduction justement Dorine, tout le temps faire les études pour les faire bien, etc. Faire les choses pareil, un boulot, etc. En étant cadre, enfin essayer de viser entre guillemets le haut du panier. Je sais pas si ouais. sans Mais être pour le condescendant, coup, sans rien, mais de faire les choses et ou s'engager vraiment à fond et faire les choses correctement. Il y en a qui arrivent, tu prends l'exemple de Donald Trump dans l'investissement, etc. Ben, plutôt regarder tirer vers le haut plutôt que l'inverse et faire les choses, enfin voilà, mettre du cœur en tout cas et que ça a un but et voilà, avec des objectifs élevés, hein, j'imagine. Ouais. ouais, je pense que pour ma part, en tout cas, moi, j'ai un esprit un peu rebelle naturel. C'est que tu vois, c'est le côté remise en question de l'autorité et remise en question du schéma tout tracé. Et ça, c'est en moi depuis toujours. Et du coup, ouais, moi, c'est moi aussi qui ai poussé à ça en disant, écoute, une autre vie est possible. Tu vois, parce qu'en fait, c'est tous nos copains, mais je te jure, hein, quand on a annoncé à nos proches qu'on allait acheter un immeuble, mais ça va pas la tête. Mais qu'est-ce que, tu sais, genre, vous êtes tombés sur la tête, les gars. Tu sais, pourquoi vous faites pas un bon vieux Pinel, un vieux machin, achetez votre résidence principale. Enfin, personne nous comprenait, tu vois, mais personne. Mm, mm, Et mm. puis nous, on était là en mode, ben, ouais, mais en fait, je sais ce que je veux pas. C'est-à-dire que je veux pas la vie plan-plan jusqu'à 65 ans, je la veux pas, cette vie-là. Mais je savais pas non plus ce qu'on voulait vraiment. On était juste un peu paumés. On s'était juste dit, il faut qu'on fasse un truc rentable. Mais on n'avait pas du tout la culture de la liberté financière. Tout ça, c'était à Bien l'époque, sûr, c'était encore. et puis même juste en termes de connotation, rien que le mot immeuble, alors peut-être beaucoup moins maintenant, et puis en tout cas pas sur nos audiences où il y a des personnes quand même à viser qui sont investies, etc. Mais c'est vrai que dans la connotation, le mot immeuble peut faire peur alors que ben, tu parles d'un immeuble, alors là j'ai pas spécialement les chiffres, mais tu peux avoir un immeuble à 200, 300, 400 000 euros, alors que à l'inverse, tu peux avoir une simple résidence principale en périphérie de grosses villes à 500, 600, 700, 800 000 et qui a rien d'extraordinaire. C'est juste une maison d'habitation qui vaut le double, par exemple, tu vois. Donc, entre dire j'ai une maison ou j'ai un immeuble, alors que la maison, potentiellement, en termes de valeur vraiment purement financière, bah, vaut le double. Mais dans l'imaginaire, ça pouvait en effet faire peur. J'ai pu moi-même, à travers mon parcours, voir la réaction en effet des proches, des anciens collègues de travail, salariés, Ouais. etc. Quand tu te lances dans des projets un petit peu comme ça, et c'est vrai que l'incompréhension, en tout cas, c'est rigolo de voir potentiellement la peur des autres projetée sur soi-même. Ouais, c'est exactement ça. Et puis après, quand tu sors, ah ben j'ai un immeuble. Alors là maintenant, on en a trois des immeubles, mais les gens ils nous regardent avec des gros yeux. Tu sais, comme si on était des riches héritiers, tu sais, genre de je sais pas d'où. Puis je fais, bah non, tu sais, t'achètes un immeuble, après t'en achètes un deuxième, après t'en achètes un troisième, quoi, tu vois, c'est... En fait, une fois que t'es dedans, ça te paraît plus si compliqué que ça, alors que quand t'es d'un œil extérieur, ça te paraît énorme, en fait. Voilà. Exactement, ouais. Cyril, je vois que tu restes impassif, surtout quand Dorine a parlé de son côté un peu rebelle, etc. Tu disais rien, je ne sais pas si tu acquiesces ou pas, mais Non, mais moi, effectivement, ce que je voulais rebondir, c'était que notre grande force, en fait, hein, c'est d'être deux hein, et de pouvoir, en fait, discuter des choses, de pouvoir confronter nos points de vue, hein, et puis surtout, ben, de se poser et puis de se challenger en disant, ben, le Pinel, la résidence principale à Paris, l'investissement locatif à Paris de type plus patrimonial, ou même on se lance dans un immeuble, qu'est-ce que tu en penses? On pose les chiffres ensemble. Est-ce qu'on a les épaules pour le faire, mais on n'est pas un peu fou? Voilà, en fait, le fait d'être deux, de pouvoir échanger, de Ouais. confronter nos idées, ben, en fait, un, c'est une grosse force, et deux, ben, nous, ça a encore beaucoup plus renforcé notre couple, parce qu'on a un Ouais. projet finalement de couple en commun qui nous animait, voilà, qui nous animait au quotidien par rapport à cet objectif-là, en plus de notre travail, quoi. Et franchement, on aurait été chacun de notre côté, on n'aurait pas fait. Toi, t'aurais jamais pensé acheter un immeuble si j'avais pas été là, Mm. et moi, j'aurais jamais eu le courage. J'aurais pensé, mais j'aurais jamais eu le courage, tu vois. Donc ouais, en finalement, effet, c'est le fait ouais. d'être deux qui a fait que ça s'est concrétisé, tu vois. En effet, c'est vrai il y a beaucoup de personnes, des fois, ils veulent faire tout seul, comme ça, on est seul à bord, on est maître à bord, il y a personne qui va venir
etc., venir, où il n'y a pas à partager une marge, un truc, etc. Alors que à l'inverse, l'association, parce que bon là c'est dans le cadre d'une vie de couple, ça va même bien plus loin qu'une simple association entrepreneuriale, on va dire, ou d'investissement. Mais ça permet de se reposer l'un ou l'autre, de confronter, comme tu dis, les idées. J'imagine que vous êtes tous les deux super complémentaires, avec chacun sa petite partie particulièrement, même jusque dans l'opérationnel, hein, du montage, peut-être une partie un peu plus administrative, un autre un peu plus bricoleur, ou un peu plus, etc., connaissant au niveau des travaux, de pouvoir driver le truc, etc., d'être plus sur le terrain, d'autres, et tout ça fait que, en effet, ça peut potentiellement être une force bien, 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 bien supplémentaire, et comme on dit, un travail bien fait, ben, euh, à un, on fait le boulot de un, mais à deux, potentiellement, on fait le boulot de trois, de quatre personnes, quoi, si c'est bien en accord, et bien, c'est canon. Et donc, ouais, vous le voyez vraiment comme une force, une complémentarité qui vous a donné une force. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Franchement, carrément. En fait, on se comprenait, donc du coup, ce qui était bien, c'est que si jamais il y en avait un qui devait faire des déplacements à Metz pour suivre des travaux, bah, l'autre comprenait pourquoi lui il était à Metz et pourquoi, par exemple, Dorine elle restait à Paris pour garder les enfants, parce que la finalité, c'était qu'on était en train de construire notre parc immobilier, tout simplement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'association, on a eu notre premier enfant en 2015, notre premier Mhm. investissement, on l'a fait fin 2016. Donc c'est vraiment aussi le fait d'avoir eu notre premier enfant qui a fait, ben, ok, donc là, à cette époque, on n'était pas mariés, mais on savait qu'il y avait quand même un lien qui allait rester jusqu'à la fin entre nous, quoi qu'il Ouais. arrive. Et ben, en plus, on s'est dit, ben, on va rajouter l'immobilier, peu importe, de toute façon, que ce soit un enfant plus des appartements ou des immeubles. On s'est dit, dans tous les cas, si on se sépare, là, on devra s'entendre. Donc là, on peut y aller, quoi, tu vois. Voilà. C'est vrai Donc, on fait qu'avant tout d'avoir pour un ne pas se enfant, on avait un séparer et peu d'être. peur. Donc, on fait tout pour ne pas se séparer et être serein. Voilà, être des investisseurs sereins en couple, voilà, pendant encore de nombreuses années. Ouais. Mais donc, un premier immeuble, un deuxième, et là vous dites un troisième. En combien de temps à peu près? Tu dis 2016 le premier. Ouais. Et Alors fin 2016, le premier, effectivement. Donc nous, ce qu'il faut savoir, ben, c'est qu'on était à Paris, on travaillait. Moi, j'avais un travail très prenant, j'avais pas mal de déplacements professionnels à hmm, l'étranger. Et donc du coup, c'est vrai qu'on était un petit peu plus relâche, on va dire, pour les travaux. Donc on mhm, a mis nos premiers locataires dans l'immeuble, premier trimestre 2018. Non, avril. Ouais, Avril 2018. avril mhm, Donc en 2018. fait, imagine, on a acheté un immeuble le 1er décembre 2016. 2017, le temps que les travaux se lancent avec les demandes de travaux, machin, nous on fait tout dans les règles de l'art, donc ça prend du temps d'avoir les autorisations, nanana, les devis. Et du coup, mise en location avril 2018. Donc en gros, c'est juste pour dire que on n'était pas les plus rapides en suivi de travaux, parce qu'on était à temps plein, et en plus de ça, accessoirement, en 2017, j'ai accouché du deuxième enfant. Oui. Donc, enfin, c'était juste... il y avait enfin, tu vois, tu peux pas être tout le temps sur le chantier, t'as un accouchement, t'as ton bébé qui vient de naître, t'as ton deuxième enfant, Et tu notre vois. travail aussi. Mm. Plus on t'a travaillé tous les deux à temps plein, donc... et ben ouais, ouais, ouais. Et, Et et ce que je veux quand même dire à l'audience, en fait, c'est que, en fait, ce qui nous a permis, je pense, de faire tout ça en tant que couple, c'est qu'on avait une vision commune vachement au clair, tu vois. C'est que même si, sur plein d'aspects, on était un peu stressés, on avait une vision commune, c'est-à-dire que toi, Cyril, en fait, t'avais grandi dans une famille, tes parents, ils étaient ouvriers, et tous les jours, ils te récupéraient à l'école à 16h. Et en plus de ça, souvent, ils mangeaient avec toi le midi. oui, tout à fait. Moi, je rentrais le midi en primaire et effectivement, on était récupéré à 16h30 à la sortie de l'école. Voilà. Alors, et en fait, tu vois, en fait, ça, c'est des détails dans un couple. Mais en fait, nous, quand on a commencé à avoir notre premier enfant, puis notre deuxième enfant, justement, qui arrivait en 2017, bah, Cyril se rendait bien compte que son travail de cadre à haute responsabilité, où il était en déplacement tout le temps, bah, du coup, il avait pas ça avec ses enfants, quoi. Et ouais, C'était ouais. juste plus possible, tu vois. Il pouvait pas reproduire ce schéma que lui, il avait en tête de son enfance. Et moi, en tant que femme, moi, c'était différent. C'est juste que j'avais rêvé d'un couple égalitaire, qui s'occupent tous les deux des enfants. Tu vois, j'avais ce rêve en moi de me dire, bah non, tu vois, je vais pas reproduire le schéma de toutes les femmes avec la femme qui s'occupe plus des enfants. Moi, j'étais toujours choquée, tu sais, quand t'allais chez le médecin, il me parlait à moi alors que Cyril était à côté, mais comme si c'était moi qui étais en charge des enfants. J'étais, Ouais, bah bien sûr, non, ouais. ici c'est ex aequo, les gars, tu sais. Et en fait, je me rendais bien compte que la vie qu'on menait, bah, faisait que c'était juste techniquement pas possible d'être égalitaire parce que Mhm, mhm. lui, il avait des plus gros horaires.
il était en déplacement. Moi, finalement, j'avais un peu mis de côté ce côté-là dans ma carrière parce que sinon, il y avait personne pour récupérer les enfants le soir. Du coup, bah en fait, cette vision, on s'est dit, bah en fait, c'est pas ça qu'on veut dans notre vie. Bah c'est quand même le socle de la suite de nos investissements. C'est-à-dire que le premier invest nous a montré que c'était possible. Et à l'époque, on n'avait pas encore cheminé. Et l'arrivée du deuxième enfant nous a vraiment fait comprendre qu'on n'est pas là dans la direction où on veut aller, tu vois. Ouais, c'est Et super on s'est dit, bah intéressant. maintenant, on a compris qu'on Mm. avait du cash flow. C'est super Et intéressant parce que voilà. Et là, à partir rétrospectivement, du deux... ça permet de comprendre bah, il y avait un pourquoi. Donc le premier, c'est vraiment de découvrir. Vous avez regardé, analysé, etc. Bon, essayer de faire les choses pour faire de la rentabilité, pas du Pinel, pas s'enfermer, etc. Donc ça vous a amené à ça. Vous avez énormément appris, les travaux, etc. C'était loin. Dans le même temps, il y a l'enfant qui arrive et le deuxième enfant. Et puis cette vision de se dire, mince, on est en train tout doucement de peut-être s'enfermer sur une routine, un train-train qu'on n'a pas à laquelle on n'aspire pas en tout cas. Et ouais, ouais, c'est pourquoi là, vous en fait switcher de se dire à ce moment-là, peut-être on va passer à la vitesse supérieure de l'investissement pour potentiellement. Comment ça s'est passé cette démarche de se dire de vraiment prendre le déclic, parce que après on va parler de chiffres aussi un petit peu pour que ce soit vraiment concret sur les investissements, etc. Mais comment on passe de cette démarche de se dire mince, je m'enferme un petit peu dans un travail, en plus potentiellement avec un niveau de vie assez élevé, parce que si vous étiez cadre, euh, des bons revenus, etc., à dire, allez, je vais sauter dans l'aventure, investir et re-switcher. Bon, on comprend l'objectif de dire, j'ai envie de développer ma famille dans un cadre tranquille, avec du temps, d'être heureux, d'être serein. Et on comprend ça, mais comment on switch, même financièrement, dans sa tête, de se dire, allez, je vais quitter le job. Est-ce que ça s'est fait par étapes? D'abord toi, Dorine, puis après Cyril, ou inversement? Ou comment vous avez amené ça, tout doucement? Ouais, ça se fait forcément par étapes. Tu veux Oh, raconter, vas-y. non, comme tu veux. Tu vois. Non, mais en vrai, dans la vraie vie, on se prend la tête super souvent, hein. Enfin, je préfère le dire aux gens, pas que les gens ils s'imaginent qu'on est le couple parfait, pas du tout, hein. Tu vois. Bon, bref, tout ça pour dire qu'au final, comment ça s'est cheminé, c'est que, en fait, ça a été vraiment long et lent. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout les réseaux sociaux avec la liberté financière, nanan, tu vois, tout le marketing aujourd'hui qu'il y a autour de tout ça. C'était vraiment hyper lent. Je sais que quand on a acheté notre premier immeuble, ça avait vraiment été tu vois, on souffle, parce que je sais déjà que dans 20 ans, il est remboursé, dans 20 ans, on peut prendre la retraite. Tu vois, même si on prenait une retraite, on va dire, assez frugale, enfin, pour nous, Oui, tu vous vois, pouvez vous réorienter, vous travaillerez toujours sur on d'autres pou- domaines, mais être plus zen, quoi. Vraiment beaucoup plus ouais, serein, complètement beaucoup zen. plus Donc, on cool. s'est dit, Mm, moi, j'avais 27, toi, t'avais dans les 31, je sais plus. Mm. Du coup, tu sais déjà qu'à 51 et 47 ans, tu vois, ta vie, elle est déjà bien. Et mine de rien, moi, l'angoisse des 65 ans. Enfin, moi, je dis toujours 65 ans parce que j'arrondis, parce oui, que je bien pars du sûr, principe que mais de toute façon, ça va pas en s'améliorant, cette affaire. Donc, du coup, je me suis dit, bah, déjà, vas-y, on souffle un coup. On n'a plus qu'à tenir jusqu'à 50 ans, tu vois. Donc, déjà, on était contents. Et l'arrivée du deuxième enfant, moi, c'est là que moi, ça a commencé à vraiment cheminer dans ma tête plus que toi. Parce que moi, je souffrais d'être exténuée et que je m'imaginais pas du tout ma vie comme ça en fait. Je me rendais pas. Enfin, c'est le tourbillon d'avoir le deuxième enfant qui était en plus rapproché du premier, qui faisait que je me retrouvais les soirs après le boulot avec deux enfants en bas âge qui réclamaient d'avoir quelque chose à manger, et puis j'avais rien dans le frigo, moi je suis la mère pas du tout organisée. Et puis j'étais là en mode, tu sais, tu couches tes enfants qui voulaient évidemment pas aller se coucher, sinon ce serait trop facile. Jusqu'à 21h, 21h30, tu galères à les endormir, et à 21h30, tu te retrouves avec ton bac à linge, à trier ton linge. J'étais là en mode, non mais Dorine, là, ta vie, elle est partie dans la mauvaise direction, là. Il y a eu un souci, là. Il y a un truc on n'est pas, je sais pas comment dire, tu sais, tu rêves quand t'es jeune, tu sais, de faire une carrière professionnelle, tu regardes les films à la télé, ça a l'air trop bien, et là, tu te dis, non mais moi, c'est pas du tout comme à la télé, là. ouais. Moi, j'étais comme Lynette, je sais pas si vous voyez Lynette Scavo, là, dans Desperate Housewives. Tu sais, la mère qui avait fait Peut-être, une j'ai pas carrière trop et suivi, qui mais se... ouais, ouais. Bon, bref, si vous avez Mais vu, c'est la mère dans Desperate Housewives qui est genre en mode désespérée ouais, débordé, et qui qui en court peut... partout. Et je considère que moi, c'est un peu un moment de ma vie où j'ai touché le fond, tu vois. Dans le sens où j'étais pas en burn-out ou en dépression, mais je savais que ça allait me mener nulle part, cette affaire, tu vois. Que c'était pas bon, que c'était pas ce que je voulais. Et c'est vrai que là, comme on avait acheté ce premier immeuble,
Moi, j'avais dit à Cyril, écoute, moi, la vie comme elle est là, c'est pas possible. Je savais que j'allais péter un plomb à un moment donné, que c'était pas, que je pouvais pas tenir, et c'est là que j'ai un peu mis un ultimatum à Cyril. Parce que moi, j'avais pas du tout ce cheminement et cette perception non plus des choses. C'est que moi, j'étais dans mon travail, je m'épanouissais beaucoup dans mon travail, j'adorais mon travail, il était très stimulant et surtout, bah, j'ai toujours été dans une pente ascendante en termes de fonction, de responsabilité, de taille de projet Mm. et voilà. Et donc du coup, bah moi, j'étais en mode, bah oui, bah on continue, on a nos investissements à côté, et puis on verra dans 15 ans, dans 20 ans, ce qu'on fait, quoi. Sauf que moi, j'ai dit, c'est mort. J'ai dit, c'est mort. Le gars, il revient, tu sais, au bout de 4 jours de déplacement, tu sais, les enfants, ils le boudent en mode, non, mais c'est qui, tu sais, je veux maman, je veux maman. Je fais, non, mais même quand il y a papa, il voulait que maman. Donc, j'ai dit, non, non, c'est pas, tu sais, j'ai dit en mode, c'est out, c'est terminé. Parce qu'en fait, on gagnait bien notre vie, et ça va peut-être choquer les gens. Mais en fait, on gagnait vraiment très bien notre vie. Mais, je veux dire, moi, j'étais en mode, mais j'en ai rien à faire de l'argent, quoi. J'en ai rien à faire de l'argent. Si je veux dire, si j'ai pas de temps, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On pouvait même pas prendre de congé. Moi, j'allais jamais faire du shopping. En même temps, le shopping, ça a jamais été ma grande passion. Mais tu vois, Ouais, bien sûr, j'étais en ouais. mode, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir de l'argent sur les comptes en banque? Si t'as une vie pourrie, ça sert à quoi? Et du coup, c'est là que moi, en tout cas, j'ai plus cheminé que toi par rapport à ça à ce moment-là. Et j'avais dit à Cyril, écoute, là, le prochain immeuble, il nous faut du cash flow là. Et de toutes les façons, moi, mon objectif, c'est que d'ici 5 ans, donc j'avais posé ma deadline, on s'était dit, il nous faut 5 ans. On arrête de bosser. Et moi, j'avais dit à Cyril, mais moi, je m'en fiche, hein. Franchement, même si on vit avec 1 000 € par mois dans une caravane, je préfère encore ça que de vivre la vie que je vis. Et bon, ça t'avait un peu choqué. Et là, du coup, Cyril s'est dit, bon, bah, du coup, il va falloir qu'on Ok. s'y mette sérieusement pour avoir du cash flow parce que moi, je veux pas vivre dans une caravane, Cyril. C'est ça, ouais. C'est là, du coup, qu'on a pris le sujet à bras le corps, qu'on a défini notre vision, nos objectifs. Dorine a parlé des 5 ans. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on avait pris les grands post-it géants qu'on a collés sur les murs de notre salon. Et on s'est dit, bon, bah, ok, on a quoi aujourd'hui en termes d'actifs? Qu'est-ce qu'il nous faut dans 5 ans pour pouvoir quitter notre travail? Quel est le montant de cash flow ou le montant d'argent qu'on aimerait avoir sur le compte bancaire pour pouvoir en vivre? Et après, ben, quelles sont les étapes intermédiaires pour y arriver? Et c'est vrai Mhm. qu'on avait dessiné un premier immeuble qu'on avait acheté, donc On avait on déjà avait mis un plus de 500 € de cash flow sur le premier immeuble, donc. Mais en même temps, on se disait, bah attends, si on achète un deuxième, un troisième, ça nous fait 1 500 € de cash flow. C'est pas non plus la panacée pour vivre avec 2 puis 3 enfants. Donc, Donc du coup, ouais, on s'était noté, donc on avait dessiné le premier immeuble, on avait noté le montant de loyer, puis le montant de cash flow que ça générait. Ensuite, on a dessiné un deuxième immeuble, et puis on a estimé le coût de l'immeuble qu'il faudrait acheter pour générer le cash flow correspondant. Puis on s'est dit, bah ok, il nous faut un troisième immeuble, et voilà, on avait indiqué ça. En haut, on avait inscrit, ben voilà, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura mis tant de côté par rapport à nos revenus et par rapport à nos augmentations de salaire d'année en année. Et en fait, on s'était dessiné finalement notre roadmap sur les années à venir. Et ça, on l'a laissé afficher sur sur le mur de notre salon. pendant 3 ans, 4 ans. Et c'est vrai que quand on invitait des personnes chez nous et qu'ils arrivaient, du coup, les premières fois, forcément, c'est quoi ce truc? Puis du coup, on leur racontait, puis ils nous prenaient forcément pour des dingues. Mais qu'est-ce que... Et parce qu'en fait, en réalité, le problème technique, c'est qu'on pouvait pas refaire les mêmes invests, c'était pas suffisant pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire que on avait affiché des objectifs, mais auxquels on croyait pas vraiment. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est ça t'a que, permis de rêver et de se projeter mais en même temps, dans un on monde voyait idéal, pas trop quoi. comment on allait y arriver, tu vois. On les avait écrits, mais on se disait, mais, tu vois, là, il y a un souci au niveau du cash flow, Bah ouais, comme tu dis, parce que c'est pas, premier ça marche immeuble, pas, donc du quoi. coup, juste pour parler chiffres un petit peu, vous l'avez acheté, quel montant, à peu près l'immeuble, il y a combien de locataires? Parce que donc c'est pareil, on aurait pu aussi commencer comme ça. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, vous faites exclusivement de la location classique nue. Non, 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 alors, alors, non, alors non. du Alors, coup, vas-y, Cyril, il explique. Alors du coup, le premier immeuble, il était affiché à 320 000 euros. On l'a Ouais. négocié parce que, voilà, moi j'aime bien la négociation. J'ai été négociateur professionnel pour acheter des données de marché pour la banque. Donc voilà, donc c'est un peu ancré en moi la négociation. Et du coup, on a réussi à négocier le bien à 273 000 euros, Mhm. sur lequel en fait on est sur un immeuble de 150 mètres carrés, grosso modo. Donc on a un local commercial et 4 appartements. Dans cet immeuble, on a fait pour 150 000 euros de travaux, donc 1 000 euros du mètre carré, et on a fait une colocation. Donc on a 5 locataires d'habitation, Mhm. plus un Plus le locataire local pro. commercial. Mhm. Ouais. Donc nous, on a tout meublé, on fait on fait exclusivement de la location meublée, à part le local commercial. Et pour petite parenthèse par rapport à ça, c'est vrai qu'avec Dorine, quand on a eu la livraison de la fin de chantier des 4 appartements,
Bon, on a passé une semaine, on a pris une semaine de congé tous les deux pour meubler l'appartement, Ouais, les les appartements. appartements, Et ouais. du coup, C'était Ouais. chaud, hein. Une semaine pour meubler quatre c'était apparts. génial parce que du coup, on avait les livraisons Ikea qui arrivaient les premiers jours. Dorine faisait les allers-retours dans les différents magasins. En plus, on se disputait parce qu'elle revenait avec plein d'éléments de décoration. Et je disais, non, mais le budget est en train de l'exploser. Euh, J'étais là, oui, mais ça va faire joli, tu verras. Et je me rappellerai toujours du moment où on est dans la voiture et on est sur le chemin de retour pour rentrer à Paris le dimanche soir. Et on se regarde, on dit, mais on a passé notre plus belle semaine de vacances ensemble à construire. Parce que quand tu sors de là à la fin de la semaine et que tu regardes ce que tu as produit, tu dis, waouh, la valeur ajoutée qu'on a créée en fait avec ces appartements, le fait de les meubler, de les décorer. Et on était vraiment fiers de nous, on était vraiment voilà, sur notre petit nuage à Ouais. ce moment-là. Mais je crois qu'on est bizarre, je sais pas si tout le monde va comprendre, c'est que nous, tu vois, dans notre vie, on kiffe les projets. C'est-à-dire que une semaine à rien faire dans un hôtel, resort, à juste regarder au bord de la piscine, enfin, moi, ça m'ennuie. Tu vois, je vais peut-être choquer les gens, non? Parce que les gens, c'est peut-être leur rêve, mais tu vois, nous, on a vraiment le côté entreprendre à deux, mais c'est le bonheur ultime, quoi. C'est le plus grand fun. Non, C'est non, mais partir c'est à ok l'aventure, c'est... et au contraire, parce que tu vois, sur le podcast de la bonne fortune, on reçoit vraiment beaucoup de personnes, etc. Et de voir justement les témoignages comme ça, bah, c'est cool parce que ça fait écho à beaucoup. Je pense qu'on on est tous là à apprécier forcément faire trempette dans une piscine quand il fait 30 degrés avec un petit cocktail, se détendre, etc. Ça, on sera tous ok pour ça. Ou voilà, mais en même temps, d'avancer, de construire des choses, d'avoir des projets, c'est ce qui est stimulant aussi. Et à un moment donné, intellectuellement, ben, il faut se bouger aussi. Et tu vois, c'est rigolo parce que je reprends, tu parles beaucoup, vous parlez beaucoup de travail, etc. Ah, je me vois pas 65 ans, etc. Mais à l'inverse, je suis persuadé que à 65 ans, tu seras toujours pied au plancher avec des projets, avec ceci, avec cela, une asso, un truc, j'en sais rien, ou accompagner Mais tes c'est enfants, clair. vos enfants pour développer un truc. Enfin, peut-être, mais voilà, c'est la petite parenthèse sur le boulot. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, c'est le boulot salarié, d'être obligé, d'être contraint, d'avoir voilà, salariat, etc., métro, boulot, dodo, dans cette optique-là. Après, il y a énormément de personnes qui s'épanouissent dans le salariat. Cyril en faisait partie. Après, c'était une question d'équilibre de vie, de couple. Mais au contraire, non, je pense pas que tu choques les gens et je pense que tes propos vont faire écho à beaucoup, au contraire, ouais. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que du coup, bah, pour les chiffres, donc en fait, j'en reviens vite fait aux chiffres pour que les gens ils se rendent compte. Au début, donc grosso modo, avec 5 étudiants, on était à 500 fois 5 de loyer, donc 2500 de loyer, plus à peu près 1000 euros du local commercial, donc ça faisait 3005 pour une mensualité à 2100 euros, donc on avait tout emprunté sauf les frais de notaire et un peu les meubles. Donc du coup, on avait 420 000 et à l'époque, avec les taux, ça faisait 2100 de mensualité. Mm. Donc c'est juste pour... Donc en gros, avec 3005, alors, quand tu comptes la taxe foncière, après, comme tu es propriétaire de tout l'immeuble en termes de charges de copro, c'est quand même cool parce que t'en as pas beaucoup. En vrai, on en avait presque pas. Oui, Hein. T'avais juste l'eau, mais l'eau, tu la refactures au... ouais, l'électricité du Ouais, t'as juste commun, la tu taxe refactures. foncière, Ouais. tu refactures de toute Ouais, façon, ouais, t'as la c'est taxe dans les foncière charges. et puis Mais en gros, il après, n'y bah, avait pas grand-chose. l'entretien courant un petit peu de temps en temps, faire ce qu'il y a à faire et puis voilà. Mais une fois que Voilà, l'investissement de départ il est c'est bien fait, ça. c'est sécurisé, etc. Ben, en effet, oui, oui, ta taxe foncière, tes intérêts, tes machins, mais bon, oui, oui. Donc, t'avais Et grosso l'effet modo magique, 3500 euros de rentrée, 2100 euros de crédit, et après, t'avais, allez, grosso modo 900 euros de charges, on va dire, fixes, et puis il c'est te ça. restait Donc on 500 avait euros. 500 Non, euros, entre guillemets, en scénario pessimiste, ouais, tranquille. On ouais, savait que ça, voilà. c'était acquis, qu'on avait ce cash flow, quoi. Alors Mm. après, ce qui est génial et l'effet magique de l'investissement, c'est que depuis, nos loyers ont augmenté. Donc, ils sont tous à 4000, là. Au On est à total, on est à 4000. 4000 sur cet immeuble. Donc, c'est ça qui est magique avec l'invest, c'est qu'avec l'inflation, les augmentations de loyer, bah, c'est parfait. Et en plus de ça, notre mensualité, on a négocié avec la clause de modularité un rallongement du crédit. Du coup, là, on est passé de 2100 à 2000. Bon, juste, nous, parce qu'on optimise, on aime bien optimiser les trucs. Mais du coup, bah là, maintenant, on est à vraiment plus de 1000 euros de cash flow sur cet immeuble. Parce Exactement. qu'on l'a acheté il y a 5 ans. Donc, en Qui fait, le lui-même a dû temps prendre est de la magique, valeur quoi. fictif. Vous êtes Exact. assis sur une plus-value Complètement. latente et voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant et on en parlait sur l'émission où j'ai eu le plaisir de venir sur votre podcast, mais même par rapport au taux d'intérêt. Après, on verra sur les autres immeubles les chiffres, mais la petite aparté sur les taux d'intérêt du jour, tu sais, il y a les personnes qui vont dire, ah bah aujourd'hui ça a explosé, c'est à 2, 3, 4% en fonction de la durée, etc., en fonction de quand les gens vont écouter cette émission,
Mais faut pas que ce soit un frein et on en discutait. Et je pense que là-dessus, est-ce que vous aviez emprunté à quel taux à cette époque Je crois que c'est 1,17. Ouais, je crois que c'était 1,17 à Ouais, c'était l'époque. déjà super bas, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'était moi qui m'occupais des rendez-vous bancaires, que tu parlais de la complémentarité, tout ça. Euh, le taux n'était pas un sujet pour moi de négociation auprès de la banque. Voilà, pour moi, c'était bien plus important de négocier les autres clauses, notamment le différé, pour Bah, que le sorte pas différé, d'argent. c'était le Ouais, plus important, ouais. ouais. Bah, bien sûr, On surtout en avait... étant à 17, enfin quand bien même s'il y avait un petit battement à avoir, c'était pour gratter quoi 0,5 pour passer de 1,17 à 1,12. Enfin, ça Ouais. aurait été peanuts in fine. Exact. Que par contre, vous Mm, avoir un différé pour être tranquille, d'avoir le temps de faire les choses correctement, d'être serein, etc. Ben ça n'a pas de prix entre guillemets. c'est Et c'est ça. vrai que sur la négociation, euh, je pense que tu pourras me rejoindre, Cyril. Il n'y a pas que la valeur financière et marchande à discuter de temps en temps, ou alors des fois à mettre dans la balance pour pouvoir discuter in fine de la valeur marchande. On peut mettre Ouais. d'autres facteurs dans la balance et voilà. Et donc, en effet, je pense qu'il ne faut pas être que focus sur le taux d'intérêt, etc. Et aujourd'hui, tu vois, si on fait une projection, s'il est à 4% aujourd'hui, si le taux est un élément qui freine les personnes qui souhaiteraient investir réellement, mais qui sont bloquées juste par ça, je trouve ça dommage, dans le sens où bah, soit le taux augmente dans les années futures, bah, si tu achètes aujourd'hui à 4%, bah, dans 5 ans, tu es gagnant, soit le taux baisse dans les années futures et tu auras tout le loisir potentiellement de le renégocier. Et, euh, Mm. et une... Mais justement, pour le fun, pour appuyer ce que tu viens de dire, pour le fun, en fait, on s'était amusé à regarder, mais si cet immeuble-là, on l'avait acheté avec les taux d'aujourd'hui, Hmm. bah en fait, du coup, notre mensualité, elle aurait été à 2006. Donc on aurait quand même eu, à l'époque, 3005 de loyer plus Hmm. 2006 de mensualité. Donc on aurait été, on va dire, à autofinancer, mais on n'aurait pas eu le cash flow. Mais 5 ans plus tard, et surtout là, aujourd'hui, avec l'inflation qu'il y a sur les loyers, bah en fait, 5 ans plus tard, t'augmentes encore plus tes loyers parce que l'inflation est tellement forte Hmm. aujourd'hui que du coup, t'as peut-être du cash flow qui t'en as peut-être pas au démarrage, parce que c'est un peu plus dur d'en avoir au démarrage, mais dans 3, 4, 5 ans, au vu de l'inflation, bah, ton cash flow, il se crée avec le temps. Enfin, c'est un truc qui est un peu bizarre à comprendre peut-être Bien a sûr, priori, et mais tu faisais écho à Donald Trump, etc. Mais sans parler de Donald Trump, mais sur d'autres générations, on en a tous entendu, nos parents, on est plus ou moins de la même génération. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les personnes empruntaient, on entendait même à des taux à 2 points, etc. Et ça n'a pas empêché de soit faire des investissements, soit faire des bons coups sur leur résidence principale, soit. Alors, en tout cas, c'est voilà. Pour celles et ceux qui souhaitent vraiment investir et se lancer, à mon sens, il faut vraiment pas que ce soit un facteur limitant, bloquant. Voilà, c'est un facteur qui a du poids et du sens auquel il faut regarder quand il est à des niveaux élevés, ça c'est sûr et certain. Mais sinon, il y a d'autres leviers, il y a d'autres choses à voir. Et dans tous les cas, il y aura des transactions à faire, etc. Et voilà, donc voilà pour la petite parenthèse du taux. Donc premier immeuble, 500 euros de cash flow, 3005 de revenus, 2100 de loyer, puis c'est chargé tout 500 euros de cash flow. Après, donc deuxième immeuble, vous êtes pareil sur de l'habitation et du commercial, sur un immeuble mix, sur... Alors non, on est sur un immeuble 100% habitation. On est dans la même rue que le premier immeuble. Donc voilà, Mhm. le côté sécurité, on connaît, on maîtrise. Et on est sur 6 appartements. Ok. Alors sur le coup, là, d'un point de vue négociation, je sais pas si c'est le côté un petit peu plus affect qui nous a poussé ou le côté on n'arrivait pas à trouver un autre immeuble intéressant et du coup on s'est dit ah bah non celui-ci il faut qu'on l'achète. Du coup c'est vrai ouais. qu'on est remonté un peu trop vite je pense à mon goût sur la partie négociation. Mais ce que je disais à l'époque à Dorine, je disais franchement est-ce que pour 10 000 euros on l'achète ou on l'achète pas, tu vois, et moi, voilà, 10 000 euros à l'époque sur le prix on l'a acheté combien? 360? 350? 300, je sais plus. Donc, ouais, je sais plus exactement dans ces eaux-là. Et moi, je m'étais dit, non, en termes de timing, il faut qu'on l'achète pour qu'on suive, en fait, notre roadmap. Et c'est vrai voilà, je pense qu'on aurait pu. Mais en fait, du coup, on l'a acheté. Franchement, on trouve qu'on l'a acheté un peu trop cher. Mais on a trouvé des solutions. On s'était dit, bah ok, maintenant, Ouais, à nous de trouver les solutions pour faire en sorte que cet immeuble reste intéressant, rentable. Et là, on s'est dit, bah ok, moi j'ai mis les bouchées doubles. Je suis retourné voir la banque, j'ai beaucoup plus mis la pression au niveau de la banque. Du coup, j'ai réussi à décrocher un prêt sur 25 ans. Donc voilà, déjà, ça te sauve un cash flow, ça. ouais, Enfin, ça te sauve un cash flow. Déjà d'avoir négocié ce prêt sur 25, ouais. ouais. Et le deuxième point, c'est qu'on avait vu la possibilité dans cet immeuble
qui n'étaient pas gagnés d'avance, hein, parce qu'il y avait il y avait deux F2 et un F3, mais le F3 il est vraiment sous les combles avec des petites pièces au mètre carré, c'était pas beaucoup, et on a pris le parti de faire des colocations. Et là en fait on a transformé 6 appartements, donc potentiellement 6 locataires, en 10 locataires. Parce Et qu'on a oui. 2 colocs de 2 et une coloc de 3. Et ouais, Et ouais, en ouais. fait, ça nous a sauvé ces colocs. Et je suis même pas sûre qu'on avait vraiment en tête ces colocs au moment de l'achat, ou est-ce qu'on l'a un peu construit après avoir acheté en se disant, vas-y, faut qu'on optimise la renta, Ouais. trouvons moyen de faire des colocs, vas-y. Parce que je pense pas que quand on l'a Ouais, je acheté, pense que c'est venu dans un je second crois que temps. c'est venu dans un second temps en plus, tu vois. Non, Donc mais on a c'est un peu très sauvé la intéressant, ouais. donne. Ouais, c'est très intéressant parce que vous avez joué sur plusieurs leviers pour le façonner, en fait. Donc, il n'y a pas que le prix de l'acquisition, il n'y a pas que la qualité intrinsèque du bien d'origine, il y a aussi ce qu'on en fait derrière. Et donc, de jouer comme ça, d'être sur plusieurs tableaux, ben, on peut, en modifiant tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, la négo avec la banque, tiens, sur 25 ans, ça va me faire diminuer la mensualité. De créer des colocs, etc., ça va faire augmenter potentiellement les revenus. Tout ça, bout à bout, in fine, c'est là et ça dégage plus ou moins de rentabilité, de cash flow, d'un flux de trésorerie positif, hein. On parle de cash flow, c'est pas un Mm. gros mot, hein, c'est un flux de trésorerie positif. Encore une fois, l'investissement de façon sérieuse, entre guillemets, à plus ou moins grande échelle, c'est de l'entrepreneuriat, hein. Et donc, à un moment donné, le but d'un entrepreneur, d'avoir une boîte qui soit rentable et qui génère, voilà, qui génère euh, de la trésorerie, du cash, et donc là, ça en fait partie. Et donc, en jouant comme ça sur ces paramètres, donc vous avez fait la concession, par contre, on se dépêche, etc. Donc, on n'a peut-être pas acheté au meilleur prix, soit, c'est la concession. Par contre, vous êtes dans la même rue, dans la même ville, dans la même rue, et avec quelque chose, vous avez trouvé les solutions derrière. Donc, non, c'est top. Ouais. Et puis on était hyper serein parce que comme on connaissait le quartier, la demande locative, on était, mais là pour le coup, on était en mode ça va le faire quoi. Ouais, puis on se disait, c'est d'un Il y point avait de vue. pas, il y avait plus vraiment de stress. Alors que le premier, tu sais, tu t'imagines que tu vas trouver aucun locataire, que c'est fichu, que tu vois que. Puis d'un point de vue logistique, c'était assez simple, vu qu'on est dans la même rue, du coup, pour les travaux, pour stocker des affaires, pour si jamais, dans la recherche locative, finalement, toi, si on a 2 chambres disponibles dans les 2 immeubles, toi, on peut faire les 2 visites avec le locataire, c'est assez simple, que ce soit au milieu de la rue, au bout de la rue, ça revient au même, voilà. Il y avait ce côté-là aussi qui nous rassurait. Ah mais par contre, peut-être un truc pour qui est intéressant quand même sur ce deuxième immeuble, c'est qu'on l'a acheté avec 3 locataires en place, qui n'était pas le cas pour notre premier immeuble. Premier immeuble, on l'avait acheté vide. Et en fait, il y avait 3 locataires en place. Mais en fait, c'était un vrai calcul de notre part parce qu'on savait qu'on allait racheter un troisième immeuble. Et du coup, on s'était dit, mais pour la banque, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait déjà des loyers qui rentrent pour pouvoir négocier après le troisième prêt, qu'on savait qu'il allait être vraiment compliqué à obtenir celui-là. Et, et du coup, en fait, on s'est dit, on attaque les travaux dans 3 appartes. En fait, comme il y avait 6 appartes, Ouais. on attaque les travaux dans 3 appartes, on garde 3 locataires en place pour avoir un peu d'entrée d'argent. Et en fait, ça, je pense, ça a quand même été un bon coup, même si c'était un peu pénible, parce qu'après, il fallait les reloger. Donc après, du coup, on a renégocié pour qu'après, ils aillent dans les logements neufs. Alors au final, c'était tout bénef pour eux et ils avaient des loyers faibles. Mais tu vois, on a réussi un petit peu à organiser les choses pour pas se cramer par rapport au troisième prêt qu'on savait qu'il allait être nécessaire. Parce que on avait bien compris que ce deuxième immeuble, certes, c'était bien d'avoir fait. On a combien de loyers avec ça? 5000? Ouais, aujourd'hui, on a un peu plus de 5000, hein, 5002. Ouais. En gros, 10 étudiants fois 500, ça fait 5000. Mm. Bon, c'est pas que des étudiants, il y a des jeunes actifs. Et on a 2006 de mensualité. Et oui. Donc ça a commencé à être intéressant, mais au vu de Notre notre objectif, objectif d'arrêter de bosser complètement en ayant 3 enfants et en ayant une vie confortable, disons qu'on avait à peu près 1002 de cash flow, mais du coup, tu vois, 1002 plus 500 à l'époque, ça faisait 1007, c'était pas assez pour arrêter de bosser non plus, tu vois. Donc, Mm. c'était bien, mais au vu de notre objectif, c'était pas assez et on savait que le troisième immeuble, fallait pas qu'on se loupe parce que là, si on faisait un pauvre cash flow à 500, c'était mignon, c'était bien, mais c'était pas. et on savait aussi On que, allait quand même se prendre une claque en termes de niveau de vie. Même si Mm. moi j'étais prête à vivre dans une caravane en mode tranquille avec pas grand chose, mais on était quand même, on voulait quand même espérer un peu mieux, tu vois, on voulait le tenter quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. et on, et on savait qu'au niveau des banques aussi, tu sais, le fait que tu multiplies les opérations fait que ta capacité d'endettement et puis tu sais, d'avoir un certain recul pour montrer que ton activité elle fonctionne bien, voilà, pour rassurer les banques, on savait que
il fallait qu'on fasse un troisième, mais il fallait taper quand même un gros coup, hein, parce que ça allait être compliqué d'en faire un quatrième assez rapidement, quoi. Donc là-dessus, on était été 2018, et j'ai dit à Dorine, on était alignés là-dessus. Ok, on prend 2 fois 2 semaines, genre truc improbable. Non, 2 fois, non, 2 semaines et une semaine. Truc improbable, je prends jamais 3 semaines de congé en été, en juillet-août. Et je me rappelle, on a pris Mais deux en fait, semaines en pour juillet info, et une semaine en août. il était indépendant, du coup, il voulait jamais prendre de congé parce que lui, comme il était indépendant, il facturait à la journée. Donc chaque jour non travaillé était non Ben oui, rémunéré. oui, tu Du coup, travailles, tu tu sais, rentres, il tu avait un travailles pas, rapport terminé, au ouais. congé. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, il avait un rapport au congé. Ouais, C'était compliqué, quoi. puis il y a toujours des choses à faire chez mon client. Du coup, quand tu partais en vacances, bah, tu devais rattraper ton retard en revenant, donc c'était pas forcément agréable non plus. Et donc du coup, je me rappelle, on avait pris 2 semaines en juillet, une semaine en août, et en fait, on a dit, bah ok, on part 2 semaines et une semaine à Metz, et on visite tout ce qu'il y a à visiter sur le marché, et on fait des offres, et puis on est en mode, on attaque le troisième, quoi. Ah ouais, vraiment Et je là me en mode souviens qu'on arrive boule de fin feu, août, début, ouais, et on vraiment en arrive mode fin août, focus, début boule de septembre, là feu, c'est de la, tir agressif, d'aller faire, Ouais, allez, là c'est la mission top chrono. c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, comme dans le film Rocky, quoi. Tu vois, t'étais en mode dernier. Là, c'est le moment de tenir, quoi. Tu sais, on serrait les dents, on galérait, on bossait à temps plein, on devait gérer les travaux du deuxième immeuble. Enfin, tu vois, on était en Et mode. là donc du coup sur cette C'était. période, en y allant, vous avez pu trouver chaussures à votre pied, Cyril, je t'ai coupé, excuse. Bah bah justement non, bah Non. c'est l'ascenseur émotionnel dans l'immobilier, c'est que t'es motivé, tu cherches, tu fais des visites, mais ça prend pas. On a fait quelques offres, il y avait des investisseurs plus offrants que nous, on va dire, qui ont reporté la mise, donc forcément on était déçus. Et tu reviens dès fin août, début septembre au travail. Et là, bah, t'as tous tes collègues qui rentrent de congé, qui disent alors tes congés c'était bien. Ben ouais, j'ai fait, je sais pas, 25 visites d'immeubles à Metz entre juillet et août. Et toi, ah bah moi j'étais aux Seychelles, regarde, je suis tout Ouais. bronzé, voilà. Mais en même temps, ça me faisait pas envier, quoi. C'est juste que mes collègues ne comprenaient pas ma démarche. Bah ouais, mais il y avait quand même un côté un peu déprimant. Parce que t'étais là en mode, vas-y, Ouais, on fait des offres agressives sur plein de biens. Et tu rentres, t'es bredouille, quoi. Tu te sens, mais quand même, tu te sens comme un con. ouais. Enfin, moi, je trouvais que c'était dur. Ouais, donc ça c'était dur. Le mois de septembre 2018 était dur, début octobre aussi. Toi, tu prends vraiment un petit coup sur le moral. Et puis en fait, ce que moi j'ai envie de vraiment de dire à l'audience, c'est que en fait, tu sèmes des graines. En fait, en faisant 25 visites, tu vois X agents immobiliers. Ces agents immobiliers, ben, du coup, quand tu fais le premier pas dans l'immeuble, tu te rends tout de suite compte que tu vas pas l'acheter. Mais derrière, tu passes encore 20 minutes ou une demi-heure avec lui à discuter, à sympathiser avec lui et à lui expliquer ce que toi tu recherches, ce que toi, dans quoi tu veux investir. Et lui, ben, du coup, apprend un peu à te connaître, t'es sympa, il se rappelle de toi. Et puis même pour toi, ça affine aussi, en faisant des visites, ça affine ton œil, ça affine ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, dans quel secteur. Et ben, en fait, c'est un petit peu grâce à ça quoi. Derrière, on a eu notre troisième immeuble en fait. Ouais. Non, mais c'était juste pour dire que ça, c'est notre partie down qui a vraiment été dure. Ouais, Parce que, pour dire que c'est pas quelque Ouais. chose de ouais. linéaire qui s'enclenche avec Ouais, des bien briques sûr, que bien tu mets sûr. Ça a sur duré papier. 3 4 mois, je veux Et, dire, tu et puis vois. dans le même temps, sur votre parcours, comme tu dis, bah, tout ton premier, tu le fais, vous tombez sur quelque chose d'intéressant, machin, mais c'est pas game changer, mais c'est cool, vous construisez la première pierre. Le deuxième, vous dites, vous achetez un petit peu trop cher, mais bon, vous passez à l'action, vous achetez. Le troisième, bah, le niveau d'exigence, il monte un petit peu à un moment donné, et puis vous avez vraiment faim là, à ce moment-là, vraiment envie de faire le casse du siècle, donc forcément les taux se resserrent. C'est C'est plus exactement ça. compliqué, il faut être plus réactif, il y a moins d'opportunités, etc. Donc, entre guillemets, vous mettez moins de chance de votre côté aussi, mais c'est bien de le dire et c'est intéressant parce que c'est pas juste, allez, je me mets sur le bon coin 2 secondes, je mets une alerte et 2 jours après, je vais tomber sur la pépite qui va me faire changer ma vie. C'est pas ça du tout, l'investissement immobilier. Alors, un peu y avoir des histoires hein, vraiment magiques, magnifiques, mais dans le lot du quotidien, c'est Bah, pas pour le ça. coup, notre histoire finale, c'est Ah, comme. Et, attends, avant de parler de ça, Dorine était une vraie chasseuse quand même. T'avais vraiment tissé ta toile sur Metz, tu connaissais parfaitement Ah le ouais. secteur, le marché, t'étais au courant de chaque chose qui tombait. Dès que quelque chose tombait, ben hop, elle appelait s'il bien fallait, sûr, on faisait mais un aller-retour ça a le dû demander quand week-end. même du travail, d'une part, mettre en place des Ouais, annonces, de travailler son œil, comme tu disais, sur les annonces, etc., de savoir faire un tri rapidement, et en même temps demander une certaine forme de disponibilité, de réactivité, hein, pour après, le cas échéant, sauter sur la bonne affaire aussi, ouais. Bah ouais. Et du coup, tu veux qu'on raconte la petite histoire, du coup, comment on a trouvé la pépite? Parce que Bah, en bien fait, c'est sûr. exactement ça. C'est que, en fait, on commençait quand même à avoir des bons réflexes investisseurs. C'est vrai que ça met du temps, le mindset d'investisseur, à se développer. Et là, tu vois, on avait commencé à comprendre quand même,
voilà, les prêts bancaires, le fait qu'on n'ait pas mis d'apport. En vrai, on a eu un coup de bol monumental de pas avoir mis d'apport sur les 2 premiers immeubles. Parce qu'on n'avait pas du tout compris qu'il fallait pas mettre d'apport. En fait, Cyril avait beaucoup d'économies de côté. Et moi, je me suis dit, j'investis en immobilier, je Bah vais donc, mettre une partie de mes économies dans l'immeuble, ou dans les travaux, ou dans les... bah oui, parce que lui, il avait l'argent qui dort sur ses comptes en banque, donc il s'est dit, logique, je le mets dans l'IMO, quoi. Bah oui. Et en fait, la chance incroyable, c'est que déjà, t'as une femme super pénible. Du coup, moi, je voulais absolument investir en 50-50, et à l'époque, on n'était pas mariés. Et moi, j'avais pas une thune. Enfin, j'avais pas une thune. J'avais pas beaucoup d'économies. J'avais quand même de quoi mettre les frais de notaire, mais j'étais toujours ric-rac, et ça me vidait mon compte en banque à chaque fois que je mettais les frais de notaire. Et moi, j'ai dit, comment on est à 50-50, gars? Tu mets pas d'apport, parce que moi, je veux qu'on soit à 50-50. Et en fait, c'était ça la raison pour laquelle Cyril a gardé son cash, et on savait en fait que dans ce 3e immeuble, il y allait y avoir besoin. Parce que on venait d'acheter le 2e immeuble. Certes, on avait 3 locataires, mais qui payaient pas grand-chose. On venait seulement de mettre en loc le premier qui commençait à tourner. Les banques, ça allait pas être facile. Du coup, heureusement qu'on avait gardé ce cash. Et pour la petite histoire, du coup, ce fameux 3e immeuble, moi, j'avais mis en place ma routine de recherche. Moi, j'appelle ça la routine de recherche quand t'es en recherche active. Tu sais, tous les matins, tu fais ton petit tour sur tes annonces, ça te prend une demi-heure. Tu sais, tu le fais tous les matins de façon régulière, comme ça, tu t'es le premier à voir quand il y a quelque chose de nouveau qui débarque. Et là, le matin, moi, évidemment, je faisais ça au bureau, faut pas le dire, mais tu sais, quand t'es cadre dans un open space, et tu te mets dans ton petit coin, le matin, t'arrives, tu te mets dans ton petit coin, tu fais tes petites bien sûr, recherches. Ça peut être au bureau ou même aller sur les transports, ça peut être fait n'importe où. C'est ça, mais bon, en l'occurrence, moi, dans ma routine, j'arrivais au bureau, allez, vas-y, tu prends ta petite demi-heure, tu fais tes recherches. Et du coup, en gros, là, je capte un immeuble, mais genre, un truc improbable. Anomalie de marché. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est le truc que, tu sais, j'avais déjà entendu sur YouTube, mais, tu sais, j'avais jamais vu, quoi. Et le truc, il était à 1 000 € du mètre, en centre-ville de Metz, alors que les 2 premiers immeubles, on les avait achetés 1 700 du mètre. C'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Du coup, j'étais là en mode, mais, truc de dingue, 1 000 € du mètre, machin, super bien placé, nanana. Là, j'appelle le gars. Mais genre, tu sais, je devais avoir une réunion le matin, donc j'étais pas dispo. Du coup, je l'appelle genre en début d'après-midi. Et là, il me dit, mais c'est déjà vendu. Je fais, comment ça, c'est déjà vendu? Vous venez de le mettre sur le bon coin. Ça peut pas déjà être vendu. Je fais, mais j'ai déjà eu 50 appels ce matin. Du coup, il y a déjà quelqu'un qui s'est positionné, qui l'a pris au prix. Du coup, ça y est, c'est fichu. Et je dis, mais vous pouvez me mettre sur le liste d'attente, si jamais ça tombe à l'eau, nanan. Tu sais, je fais mon speech. Et là, il me dit, mais vous êtes déjà 12 sur liste d'attente. J'ai été bombardée. D'ailleurs, je vais retirer l'annonce, machin. Et là, je rentre le soir et je dis à Cyril, non mais laisse tomber, je suis dépitée. Il y a l'immeuble du siècle, là, nous est passé sous le nez. Et tu sais, c'est dur quand t'es dans ta vie et que tu t'accroches et que tu veux avoir ce truc et tu l'as vu passer et ça t'échappe. Mais je te jure, moi j'étais en déprime totale. Mais heureusement, bon, après on se dit, bon, c'est pas grave, on va y arriver, tu sais, on essaie de se rassurer, quoi. Et 2 semaines après... Ouais, quelques semaines après, en fait, je vois mon téléphone sonner et je vois que c'est notre agent immobilier à Metz qui nous a vendu notamment les 2 premiers immeubles. Okay. Le premier immeuble, on l'a trouvé sur le bon coin, on a fait des visites et on a sympathisé avec lui, c'est lui qui nous a trouvé le 2e immeuble. Et là, du coup, on parle du 3e et je le vois qui m'appelle. Alors, en général, quand il m'appelle, c'est pas juste pour quand tu repasses à Metz, on va prendre un café ensemble, c'est plutôt en mode j'ai potentiellement quelque chose pour toi à te vendre, quoi. Et donc là, il me dit voilà, je viens de prendre un café avec un de mes confrères et j'ai eu une discussion intéressante parce qu'il était complètement dépité parce qu'il avait signé un compromis et là la personne se retire du compromis. Et donc il me présente un peu le projet et l'immeuble et tout de suite j'ai pensé à vous, ça rentre exactement dans votre critère, c'est dans le même secteur. En termes de travaux, c'est exactement ce que vous aimez. En termes de surface, on est encore un petit peu plus grand que l'immeuble précédent. Donc est-ce que ça vous intéresse? Puis du coup, je lui pose quelques questions. Et au fur et à mesure que je pose les questions, je me rends compte qu'il me décrit l'immeuble que Dorine m'avait dit en termes de pépites, tu vois. Yes. Et là, tu sais, je comprends que c'est celui-là. Et là, je lui dis, je crois qu'on était jeudi soir quand il m'a appelé ou jeudi après-midi. Ouais. Et je lui dis, ok, samedi matin, première heure, on est à Metz avec les enfants en sac à dos, avec la poussette. On est là et on y va. va. Il m'a dit, ouais, pas de souci. De toute façon, je voulais réserver. Pas de souci. De toute façon, moi, je m'arrangerai avec lui. On partagera les frais de commission. Et voilà. Et c'est la visite qui a été la plus rapide sur laquelle on a fait une offre au prix dans la foulée, quoi. Mais par contre, pour la petite histoire en termes de pépites, anomalie de marché, juste pour un petit peu nuancer, parce que Dorine est toujours dans l'euphorie, on est quand même sur un immeuble qui est pas forcément un immeuble, c'est plutôt, on va dire, le cabinet du médecin au rez-de-chaussée
et son habitation principale dans les étages. Donc, Mhm. pour quelqu'un, déjà, il faut se projeter sur un découpage en plusieurs appartements. Plusieurs Qui dit appartements, d'avoir les découpage dit autorisations, les compteurs, etc., etc. exactement. Ouais, ouais, Exactement. Donc, on se lance quand même sur un gros projet. Donc, ça élimine quand même une ouais. partie Puis à d'investisseurs travaux, j'imagine que lambda, c'était on va la dire. maison d'habitation au-dessus, enfin vraiment ancienne, etc. Le mec habitait là, si c'est une personne C'est ancienne, ça. Mais qui a c'est le ça, en cabinet, fait. qui part Donc, il après faut arriver bientôt. à se projeter. Donc d'une, il y a Ouais. du lourd, il y a de Donc, il faut se l'investissement à projeter. faire, il faut se projeter, il faut découper. Donc c'est pas que simple et que facile et que anomalie de marché. L'anomalie de marché, je pense qu'elle est Ouais. quand même réellement là financièrement, mais elle s'explique du fait certainement que la personne ancienne qui a ça depuis X années, c'est déjà fini de payer depuis longtemps. Lui, il y a 20-30 ans, avait acheté ça encore moins cher, donc il retombe sur ses pattes, même s'il vend pas au prix du marché du jour. Et c'est là où ça peut être intéressant en ce moment voilà, de trouver des choses comme ça, mais ouais, mais joli, ouais. Mm. Et comme quoi, Ouais. tu vois, c'est ce que tu disais, tu vois, le fait d'avoir fait vos 25 visites, de vous être cassé le nez, d'avoir vu un agent IMO, d'avoir sympathisé, d'avoir, voilà, joué le jeu avec, etc., et de suivre, ben, c'est lui qui vous a ramené cette affaire sur un plateau, un don du ciel, entre guillemets. Et c'est vrai que j'avais fait une émission comme ça avec Sébastien Tedesco, qui est agent IMO, même formateur d'agent IMO, etc., où c'était le thème, est-ce que c'est intéressant de passer ou pas par un agent IMO, que ce soit pour faire un investissement ou même vendre ses maisons, sa résidence principale ou autre. Et c'est vrai de ce qu'il en sort. Après, on peut tout faire hein, soi-même, mais d'une, ça peut permettre de mettre un filtre lorsqu'on est vendeur. Voilà, au moins, c'est pas à nous de justifier, bah, tiens, c'est quoi là, le câble qui dépasse, le truc, etc. Au moins, c'est lui qui va contrer tous les arguments. C'est un professionnel, quand même, qui impose, etc. Et après, surtout pour les acquéreurs qui souhaitent faire de l'investissement, bah, c'est sûr on aimerait bien s'exonérer hein, quand on achète un bien, s'exonérer des frais d'agence, etc. Ils vont prendre 5, 6, 7, 8%. C'est sûr que sur la facture, à la fin, plus les frais de notaire, plus, on se dit mince, c'est sûr que ça fait envie de passer outre, mais malgré tout, si c'est eux qui ont les bonnes affaires, si c'est eux qui les détiennent, si c'est eux qui les présentent, eh bien ma foi, pourquoi pas. Et au final, le fait de tisser son réseau, etc., ça permet d'être réactif, de passer off-market, ça permet aussi d'autres choses. Et donc, encore une fois, il n'y a pas que le côté financier là pour votre coût de ces frais de notaire. Qui était certainement entre 5 et 7%, c'est ça. Mais il y a aussi le côté, bah, ce que ça vous a rapporté derrière, bah, c'est d'avoir la primeur, de se positionner. Et c'est vrai que c'est pas mal. Mais merci pour ta petite nuance, Cyril, aussi par rapport aux propos de Dorine. Mais merci à Dorine pour cette énergie, etc. Parce qu'en effet, ça part de cette envie d'y aller, de vouloir. Et voilà, cette abnégation, ouais, vous les avez, c'est cool. Du coup, la complémentarité, elle est exactement là. C'est que moi, le jour où on a signé le C'est sympa. compromis, dans ma tête, c'est bon, c'est fait, quoi. Toi, c'est bon, on est rentier, ciao, ciao, bye bye, moi j'y vais, au revoir les collègues. Et puis toi, et Cyril, il était en mode, mais attends, Dorine, là, on n'a rien fait, là. Tu te rends pas compte? Tu sais, il y a 2 ans de travaux, là, c'est monstrueux, là, ce qu'on vient d'acheter, tu vois. Et toi, t'as le côté terre à terre. Tu sais, en mode, attends, pour l'instant, Dorine, rien n'est fait, tu vois. Et moi, tout de suite, je m'emballe. On n'a pas le même caractère, quoi. Top, top. Et donc cet immeuble, pour le coup, en termes de descriptif, on est sur quelle typologie, grosso modo? Alors, grosso modo, on est sur quasiment 400 mètres carrés Mhm. et avec de... Sur 4 étages, donc rez-de-chaussée et 3 étages, et donc 100 mètres carrés Par niveau, ouais. par plateau, quoi. Mm. mais pas du tout découpé, quoi. Donc, toi, il y avait déjà des pièces, il y avait des doubles salons, il y avait non, il y avait une cuisine, il y avait 3 salles de bain, Ouais, il y fallait avait, tout mais repenser. Mm. tout était bizarre. Donc, ouais, il y avait une grosse partie démolition, des murs porteurs aussi. Et puis après, ben, c'est parti, quoi. On Et ouais, découpe. Et nous, 15 appartes. on a pensé à 15 apparts, ouais. Et on a pu faire les 15 apparts. Ok. Et Ouais. en termes d'autorisation, stationnement notamment, vous avez... Ah, bah ça Ah, coûte cher, ça. non, non, Attends, il non, parle de l'autre chose. Ah la oui, question, c'est il y a deux effectivement pour choses. l'audience, c'est que quand tu crées des nouveaux lots dans un immeuble, bah, Hmm. normalement, tu as la taxe parking, parce qu'un nouveau logement égale une nouvelle place de stationnement dans la ville. Donc nous, en fait, pour la petite astuce, ben, forcément, on a travaillé avec un architecte, parce qu'il a fallu faire les autorisations auprès de la mairie. Et donc, du coup, on s'était renseigné sur ce point-là. C'est que quand tu crées ben, 15 logements, ou du Ouais. moins, il y en avait déjà un, et donc on en crée 14 nouveaux, ben, on avait peur de cette taxe parking, parce que là, le projet, Mais par là, rapport au t'avais PLU, quasiment par 100 rapport 000 aux euros. surfaces, on doit amener en face Ouais, des ouais, logements, soit une, soit deux places, etc. en fonction.
en fonction de chaque PLU. Et donc là, vous avez fait comment? Parce que j'imagine que vous n'avez pas de parking, vous n'avez pas de cours Non, peut-être ou... rien du tout. C'était un point justement un peu négatif par rapport à la gestion Mhm. des travaux, parce qu'en termes de stationnement, même Ouais, pour les véhicules et tout ça, l'approvisionnement, c'était un petit peu compliqué, c'était un peu voilà au chausse-pied. Par contre, l'avantage, c'était qu'on est au bord de la rue piétonne du démarrage de la ville, du centre-ville de Metz, ouais, de l'hypercentre, ouais. et il y a l'université qui est juste en face. Donc nous, quand on a présenté le projet, on a dit, ben voilà, nous, on investit à Metz, c'est pour ajouter des nouveaux logements pour des étudiants. Et donc, on est juste sur l'université en face, on est sur des petites surfaces de studios. Et effectivement, la mairie a dit, ben oui, oui, effectivement, un étudiant qui va à l'université en face, qui peut aller à la gare pour rentrer chez lui, chez ses parents s'il le souhaite, bah, techniquement, il n'y a pas besoin de créer des places de parking ou de payer une taxe de parking pour ce type de logement. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à sortir de cette petite crainte, hein. D'accord. Mais par contre, du coup, moi, je pensais à autre chose. C'est le fameux paiement de parking qu'on a dû faire pour que les travailleurs puissent garer leurs camions en bas. Parce qu'en fait, c'était vraiment tout proche du centre-ville piéton. Du coup, il y avait pas, et eux, ils avaient besoin d'avoir une place pour garer leurs camions avec leur matériel, etc. Ouais, donc du coup, grosse discussion avec la voirie pour pouvoir faire les approvisionnements, parce que c'était une rue Et très ouais, ouais. passante en termes de circulation. Et puis surtout, bah, vu qu'on crée 15 appartements, bah, il te faut plusieurs corps de métier en parallèle pour travailler sur le chantier. Et puis j'ai pas envie que le chantier dure pendant 3 ans, donc faut maximiser. Donc un petit peu plus loin, à une centaine de mètres, bah, il y avait 4 places de parking de la ville. Bah, du coup, on a dû réserver 3 places, hein, pour pouvoir y mettre les camionnettes. Et forcément, on a payé ce stationnement-là pendant 1 an et demi. Mhm. Et c'est juste exorbitant le montant qu'ils nous C'était demandent, parce combien? qu'en plus, fallait, Vas-y, dis-le, parce que là, en plus, il fallait protéger avec des barrières et tout ça. Et il y en a eu pour 10 900 euros, je crois. Ah oui. juste pour Ouais. que les travailleurs puissent se garer, quoi. Ouais. La ville nous a demandé ce montant-là pour 1 an et 4 mois. Pour 1 an et 4 mois pour 4 places, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, en effet, Ouais, ouais, 3 ou 4 places, ouais. Ouais. Mm. Ah, ouais, je suis tombé de ma chaise, mais en fait, bien évidemment, ce prix-là, il te le donne pas, en fait, au moment où tu fais la demande. Et en fait, c'est quand j'ai reçu La bah, facture à la la fin. facture. C'est une vraie facture, comme quand tu reçois ta feuille d'impôt. En fait, c'est Ouais, bien Trésor sûr, ouais. public. Et puis là, bah, du coup, tu te dis, bah, attendez, moi, c'était pas du tout budgété. Je m'attendais à aller à 5 000 euros, quoi, tu vois, max. Mais là, vous louez limite plus cher qu'un studio, alors on parle d'une place de parking, quoi. Et bien évidemment, ils veulent rien entendre. Ouais, t'as essayé de négocier quand Ouais, même, mais ouais, ça n'a pas marché. voilà. Donc, j'ai réussi à négocier, on va dire, un étalonnement, pour Ouais, payer en un plusieurs fois, échelonnement parce que pour pouvoir ça me régler et un solder le échelonnement. truc, Ouais, mais ouais, ouais, bien sûr, ouais. ouais. Ah ouais, Et ça, c'est... c'était un peu la mauvaise nouvelle de fin de chantier, quoi. Mais bon, après, à côté de ça, on était super contents. À ce moment, quand j'ai reçu cette facture-là, nos 15 logements étaient terminés. Les 15 Eh logements ouais, ouais, bien étaient sûr, ouais. loués à voilà, des loyers qui étaient sympas. Donc, on savait que, voilà, il fallait passer par là et qu'on s'y retrouverait quand même. Ouais. Bon, ben top. Et donc cet immeuble qui vous a cet investissement, qui vous a permis là pour le coup de switcher. Et là, vous avez pris la décision de revenir vous installer maintenant il y a quelques années là, donc il y a 2 3 ans si je dis pas de bêtises, sur Metz pour le coup où vous avez pu développer, enfin déjà continuer à gérer ça. Peut-être d'autres projets d'investissement immobilier en cours. Et puis vous avez développé également donc l'émission, le podcast. Voilà, de l'accompagnement également pour celles et ceux voilà, qui souhaitent se lancer dans l'investissement. Vous êtes passé par plusieurs phases, hein. D'une part, trouver la recherche, les travaux, les demandes, les autorisations, la négociation, la banque, etc. Vraiment le tour à 360 d'un investissement immobilier locatif. Donc vous accompagnez également voilà, les personnes qui ont des besoins, qui veulent gagner du temps, qui veulent... voilà, pour... Exactement, Mhm. ouais. Ouais, ouais. Bon, ben top. Et c'est Ouais, quoi bah les du prochains coup, projets du coup? bah on a fait un peu le projet fou là d'acheter une résidence principale, alors qu'on pensait qu'on pourrait plus jamais emprunter de notre vie. Bah en fait, on a quand même réussi à emprunter là pour une RP, donc truc improbable. Et le truc à surtout pas faire, c'est que nous, on était habitués aux immeubles. Du coup, on se dit, non mais t'imagines avec le prix de la RP, on aurait acheté un immeuble, mais le cash qu'on se ferait. Et en fait, non, une résidence principale, franchement, moi je le confirme, c'est vraiment, franchement, sauf si t'achètes vraiment une petite résidence principale pas chère, mais c'est un gouffre financier ce truc, quoi. Enfin, moi ça me déprime quand même. Ouais, du coup, on a acheté un appartement. Donc, qui dit un appartement dans un immeuble dit copropriété. Donc c'est la première fois qu'on est copropriétaire, donc on découvre là la copro.
Et c'est déjà plus pareil, parce que tu peux pas faire tout ce que tu veux comme tu veux, tu vois. Tu dois demander l'avis aux gens. Ouais, donc du coup, bien évidemment, on est parti sur des travaux colossaux, et ça veut dire Sinon, c'est pas drôle. autorisation un petit peu dans tous les sens, que ce soit architecte du bâtiment de France, la ville, et puis surtout la copropriété, quoi. Enfin, en gros, on achète un dernier étage d'un immeuble et on a le projet d'en faire un duplex en pétant carrément le plafond et en reconstruisant un étage par-dessus. Enfin, c'est juste pour te rendre compte du truc dans lequel on s'est lancé. Bah, vous allez pouvoir créer 4 apparts et puis les mettre en location, in fine. Ouais, ouais, quand on y pense, on se dit, ouais. Franchement, ça coûte tellement cher. On va voir. On va voir. Mais bon, après, on a maintenant, tu vois, c'est intéressant aussi parce que là, c'est une autre approche. Là, on est aussi sur une approche un peu réflexion de valeur et de plus-value. Tu sais, on essaye de réfléchir à la revente, combien ça vaudrait, pour que ça reste quand même quelque chose de rentable. Parce que à l'achat, je pense qu'on a fait une bonne affaire. Donc, à nous, essayer de convertir le truc pour que ça devienne une bonne affaire, avec une idée de potentiel achat-revente derrière. C'est vrai qu'on a toujours cette casquette quand même d'investisseur, donc on a vu le potentiel. Et moi, c'est vrai que je suis toujours orienté comment je peux créer de la valeur sur un bien que j'ai en ma possession. Et c'est vrai qu'on a pensé à cette idée de reconstruire un étage au-dessus. Ben voilà, il y a les coûts qui vont en face, mais derrière, en termes de valeur intrinsèque du bien immobilier à la fin des travaux, Eh ben oui. ben normalement, on devrait s'y retrouver, quoi. Mais c'est pas évident d'estimer tout ça quand même. Ah ben top, ouais, top, top, top. Un beau couple de voilà fonceurs complémentaires. C'est quoi vos futurs projets podcast et puis la boîte qui va avec, l'accompagnement, etc. Bah, en fait, alors c'est marrant parce que Cyril et moi, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt aussi. Moi, mon kiff ultime, c'est le podcast. C'est que moi, je sais même que si j'étais multimilliardaire, mon podcast, il serait encore là. Et comme tu disais tout à l'heure, même à 75 ans, j'aurais encore mon podcast, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, le podcast, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Moi, j'aime vraiment le côté un peu intellectuel, essayer de simplifier les choses, vulgariser l'investissement. Tout ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent et qui me plaisent. Donc moi, je me vois évoluer là-dedans et aussi accompagner des gens, être dans la formation et moi-même m'enrichir au fur et à mesure, tu vois, de mon parcours. Parce que aujourd'hui, là, sur notre podcast, on parle que IMO, mais j'aimerais peut-être aussi à terme peut-être élargir pour m'intéresser à d'autres horizons et d'autres types d'investissements parce que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et toi, Cyril, t'es plutôt l'homme du concret. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt le côté artiste, idée, création, bah, c'est vraiment Dorine. Bah, c'est pour ça hein, que sur la chaîne du podcast, c'est à 99% Dorine qui parle et qui fait ses épisodes soit en solo, qui interviewe d'autres acteurs du monde de l'investissement immobilier ou d'investisseurs. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt, on va dire, en back-office, en background, sur le côté, bah, je mets en place bah, tous les systèmes derrière, qui m'occupent de toute la partie, on va dire, concrète, technique, des choses. Ouais. Et puis même, en fait, par exemple, toi, je sais que toi, tu vas être bien occupé pour gérer les travaux de la nouvelle résidence principale. Et connaissant Cyril, on va devoir refaire des investissements immobiliers juste parce que toi, tu kiffes trop gérer des chantiers, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on s'est mis en pause Tu vois, là, par rapport à un quatrième immeuble, parce qu'on voulait voilà aussi entreprendre sereinement les investisseurs sereins. Entre-temps, il y a eu l'opportunité de la résidence principale. Donc ça, c'est vrai que c'est en stand-by, Ouais. mais l'objectif, ça serait de Mais c'est vrai reprendre. que, ouais, d'ici 1 ou 2 ans, franchement, on va repartir. Et moi, j'ai un côté explorateur. Du coup, on rachètera pas pareil un immeuble comme on a fait là. Moi, on partirait, mais sur des immeubles à 1 million, quoi. Minimum. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Moi, j'ai envie de partir, tu sais, j'ai envie de toujours de passer au game supérieur. Et de peut-être faire un truc un peu, soit des trucs, tu sais, de crowdfunding, vraiment sur des gros budgets, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on ferait? Je sais pas. Ouais, mais On un nouveau verra. Mais challenge, Ouais, on vraiment, ouais. partira sur d'autres trucs, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Ouais, on partira sur d'autres trucs. Mais, c'est ce que j'ai envie de dire aussi à l'audience, c'est que on peut pas faire tout en même temps. Du coup, là, on sait qu'on fait une pause au niveau des invests parce que gérer le podcast, accompagner des gens, les travaux de la RP, les 3 enfants, tu vois, c'est bien, tu vois. Ouais, Puis, bien puis sûr, on il y a un temps reviendra pour sur tout à un l'invest moment donné. après. Ouais, ouais, et puis quoi, c'est à peu près en 5-6 ans de temps que vous avez fait ça, donc c'est assez. Ouais, 2016, ouais, donc Décembre 2016, on a acheté le premier bien. En février Ouais. 2020, je me suis arrêté de travailler. ouais. Donc tu vois, ça a pris quand même son temps, ça a pris. Ouais. Et du coup, on s'est installé à Metz bah, pendant le confinement, donc en 2020. Et on a terminé les travaux et mis en location le troisième immeuble de Rune en 2000, septembre 2021. ouais.
et début 2022 les deux derniers, quoi. Ouais, Ouais, tu les vois, deux donc dernières en 6 ans de vacances. temps, vous avez construit votre parc actuel et hormis les RP, et tu vois, en 4 ans de temps, vous avez fait la démarche où toi, tu as pu en 4 ans quand même, Cyril, quitter initialement ton job, etc. Donc oui, ça prend le temps, mais en même temps, ça reste des horizons assez courts, entre guillemets, tu vois, de Mm. pouvoir carrément se réorienter, déménager, quitter, changer de vie en 3 4 ans, bah, c'est quand même de façon sécure et sereine, c'est quand même cool. Euh, Top. Tu parlais, Dorine, tiens, sur ton podcast, sur votre podcast, Les Investisseurs Sereins, vous exprimez plutôt sur l'immobilier. Là, on a parlé de vos invests, vos 3 immeubles, la résidence principale aujourd'hui dans les tuyaux. Est-ce que vous avez d'autres investissements sur d'autres classes d'actifs aujourd'hui? Je sais pas, ça peut être la bourse, la crypto, le crowdfunding, le private equity, Alors d'autres. du Alors du coup, on a d'autres investissements, mais toujours dans l'immobilier, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Du coup, on a investi au Canada dans des Hmm, immeubles, hmm, essentiellement à Montréal et à Sherbrooke, pour ceux qui connaissent. En fait, moi, j'ai mon meilleur ami qui habite à Montréal depuis une dizaine d'années et bah, du coup, qui est pris aussi pour dans l'investissement immobilier. Sauf que lui, ce qu'il a opté, c'était de créer une société dans laquelle en fait il allait faire partager à son entourage, ses proches, sa famille, ses amis, hein, la possibilité de prendre des actions de cette société-là. Donc là, c'est vraiment un investissement en termes de cash hein, de notre hmm, côté. hmm, C'est hmm. pas comme une SCPI où tu peux utiliser l'argent de la banque pour investir dans ce fonds. Là, c'est vraiment on achète des actions avec notre argent et après, ben, du coup, lui, il récolte les fonds et il trouve les immeubles. Mais par contre, pour acheter les immeubles, ben, il utilise l'effet de la banque en octroyant un prêt immobilier. Et c'est vraiment là où on se rend compte qu'en France, on est dans un super pays hein, où les prêts bancaires, c'est royal. Parce que, par exemple, au Canada, c'est un peu la même chose aux États-Unis ou en Angleterre, c'est que bah, ils te demandent 20 à 30% à mettre sur la table. Les prêts, c'est pas un taux fixe pendant 20 ans ou 25 ans garanti. C'est tu t'engages sur 5 ans, toi maximum, quoi. C'est entre 3 et 5 ans. Et puis tous les 3 ou 5 ans, tu dois retourner voir la banque pour renégocier ton taux selon les conditions du marché. Donc ceux qui ont acheté il y a 3 ans et qui doivent renégocier aujourd'hui, ben c'est plus du tout les mêmes conditions à 1%. Là, ils sont plutôt et eux, ils sont pas à 3,8 comme nous aujourd'hui. Ils sont déjà à 5%. Donc voilà, les modalités de prêt, c'est vraiment différent. Donc nous, on est relativement content d'avoir investi là-bas pour plusieurs raisons. La première raison, ben, d'un point de vue immobilier, on est diversifié parce qu'aujourd'hui, nous, notre parc immobilier il est dans le centre-ville de Metz. Ben là, on en a au Canada. Hmm. Le deuxième point qui dit Canada dit que c'est une devise autre. Donc on n'a pas tout en euros, mais une partie en dollars canadiens. Et la troisième chose, c'est que c'est complètement passif. C'est-à-dire que nous, on a envoyé l'argent. Lui, et c'est tout lui qui s'occupe de trouver les immeubles, de négocier le prêt à la banque, de faire les travaux, de trouver les locataires et de faire la gestion Ouais. locative. C'est vrai qu'on aime bien quand même l'investissement passif aussi, hein. C'est Ouais. quand même sympa. Tu le vois galérer, notre pote, tu sais, il galère, il fait les visites, il gère les travaux, machin. Tu sais, t'es là, ouais, mais nous c'est bon, on a fini nos immeubles, et puis lui, il est en train de gérer notre argent. Après, il a pris son pourcentage au passage à l'entrée, forcément, mais ça fait partie du deal, et moi je trouve que c'est très fair, Hmm, hmm. et très... Et après, accessoirement, en Alors autre du, actif, alors du coup, juste pour revenir, parce qu'effectivement, moi j'avais des économies de côté hein, au moment où on s'est lancé en immobilier. Donc comme l'a dit Dorine, moi qui pensais mettre une partie de ces économies-là dans le premier immeuble, on l'a pas fait. Dans le deuxième immeuble, du coup, on l'a pas fait de nouveau. Et dans le troisième immeuble, comme on savait que ça allait être un petit peu plus compliqué au niveau du prêt à la banque, vu que le deuxième immeuble a été acheté en août 2018, et le troisième immeuble, bah, du coup, je suis retourné voir la banque même pas 3 mois après, fin octobre, début novembre 2018, en disant, bah, oh les gars, j'ai un nouveau financement à faire sur un projet qui est encore plus gros, avec plus de travaux, alors que mon deuxième immeuble, bah, je commence pas encore à rembourser de capital, j'ai pas vraiment commencé les travaux. Donc c'était un petit peu plus compliqué, donc on savait par rapport à l'ampleur des travaux qu'il fallait mettre un petit peu d'argent pour finir. Donc c'est ce qu'on a fait, mais suite à ça, il nous restait encore de l'argent de côté. Et c'est avec cet argent-là qu'on a du coup Le- envoyé au Canada et qu'on va gérer un petit peu aussi pour se faire plaisir sur la résidence principale. Mais mis à part ça, on a investi aussi en crypto-monnaie. Mais on est rentré très tard hein, dans les crypto-monnaies. C'était vraiment bah, du coup depuis fin d'année dernière, on ouais, a acheté. fin d'année dernière, ouais. Quand c'était vraiment bas, là, En la déce- phase... ouais, en novembre-décembre, là, quand Après, le dans 10 Entre ans, septembre, on est rentré tranquille. Entre septembre et décembre,
Et nous, on a une politique en mode, on les a achetés, et maintenant, on veut même pas savoir c'est quoi les taux, les cours, les machins. C'est investissement long terme, quoi. C'est un Ouais, ouais, investissement long terme, ouais. on a un peu de Bitcoin Et pourquoi d'Ethereum, et puis voilà, quoi. c'est toujours, moi qui ai toujours travaillé en banque, en finance de marché, tout ça, c'est vraiment la diversification. Mm. C'est de se dire, ben, le fait de ne rien faire, et ben, en fait, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un investissement en soi. C'est-à-dire que tu investis tout ton argent dans l'euro, dans la zone euro. Mm. Ben, ça, c'est un investissement. Et donc, du coup, l'importance de diversifier, c'est de se dire, ben, notamment avec ce qui s'est passé l'année dernière avec la guerre en Ukraine, la Russie, et tous les impacts au niveau des marchés boursiers, ben, et notamment de l'euro, ben, c'était de se dire, ben, ouais, on va acheter de la crypto, ça va faire une diversification, comme ça on n'a pas tout en euros, on a une partie là. Et puis voilà, puis là on commence un petit peu aussi à s'intéresser sur d'autres choses en termes de matières premières, d'autres devises, des francs suisses ou des choses comme ça, mais pour ça on n'est pas encore passé à Ouais, on y va l'action. tranquille, nous, on y va Chaque, tranquille. Pour chaque l'instant, chose on en est son là, temps. et Ouais. quand on aura du cash, on Ouais, s'en mais bon, occupera, mais on est... à travers ce que vous dites, tu vois, Dorine, tu dis tranquille, mais quand même, vous mettez les jalons à droite à gauche, quand même, tout doucement, ne serait-ce que pour apprendre. Et ce que j'aime bien dire, même pour, par exemple, la crypto-monnaie, moi, ce que je trouve fantastique avec, c'est d'une façon générale, avec la technologie de la blockchain, etc., pour ne serait-ce que comprendre, c'est super accessible, même à partir de 100 euros, 100 dollars, on peut commencer à mettre le doigt dedans et intellectuellement, ça permet de découvrir un peu l'univers et c'est pas inintéressant et donc avec aucun risque hein, hormis les 100 euros mais ça va mettre la vie en danger de personnes ici et donc celles et ceux qui sont pas encore investis j'aime bien inciter tu vois librement de dire pourquoi pas parce que là c'est pas un conseil d'investissement hein, c'est de dire tiens va découvrir l'univers c'est pas de dire mets tes économies mets tes 10 000 balles sur 10 000 euros que sur ton livret A, bah, t'as que ça, mais ça, si t'as 200 000 euros de patrimoine, claque tes 200 000 euros dessus. Non, c'est pas du tout mon propos. Mais par contre, si t'as pas encore investi, c'est ça que je trouve magique chez les crypto-monnaies. Avec les crypto-monnaies, bah, tu peux y aller avec 100 euros, tu vois. À l'inverse, peut-être, enfin, la bourse, si tu peux ouvrir un PEA, prendre date, même sans mettre de l'argent dessus. Ce sont des petites actions comme ça qui, à mon sens, font sens pour le coup. Et c'est intéressant parce que à l'inverse, si tu veux acheter des actions, te diversifier en bourse, bah, tu veux peut-être 15, acheter 15 actions différentes, bah, tu vas peut-être passer par du McDonald's, du Tesla, du machin, je dis des noms au hasard, mais des actions qui vont être à 500, 1000 euros l'unité. Bah, si tu veux être diversifié, il faut tout de suite mettre 10, 15, 20 000. Bah, c'est peut-être un peu moins accessible que de découvrir sur les cryptos, bah, tu mets 15 balles sur le Bitcoin, 15 balles sur Ethereum, 15 balles sur machin, 15, 15, 15, 15, 15, et au moins tu découvres et tu as le risque zéro. Donc même la personne qui a peur, n'a pas trop d'économie, n'a pas trop de trucs, peut quand même découvrir. Voilà, et je pense que vous êtes dans une démarche comme celle-ci en mettant certainement des tickets bien plus importants, mais au moins dans cette démarche de curiosité, et ça c'est cool. À l'inverse, est-ce qu'il y a une classe d'actifs dans lequel, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes sûr et vraiment pas l'envie d'investir? Alors, moi, je dirais pas classe. Moi, je pense que toi, Cyril, t'es fermé à rien. Ouais, moi je suis ouvert à tout et quand on parle de classe d'actifs, toi ça peut être aujourd'hui c'est pas du tout à l'ordre du jour hein, et j'en connais qui le font. Il y en a qui achètent des montres Rolex et qui les Hmm. laissent dans un coffre-fort de la banque. Mais en fait c'est un investissement parce que c'est quelque chose qui prend de la valeur. C'est tu places ton argent Non, non, mais au lieu d'avoir de l'argent sur un compte bancaire en euros encore une fois, tu l'as sur autre chose. Ça peut être un type d'investissement. Non mais c'est juste pour dire qu'il y a oui, plusieurs et puis classes tu vas d'actifs expliquer qu'il faut acheter qui des existent. Porsche aussi, parce que les Porsche, ça perd pas de valeur. Ouais, à la limite, Non, mais mais... du coup, on n'est pas du tout dans cette, nous, on n'est pas du tout dans Ouais, cette Mais je connais démarche-là, quelqu'un mais, qui, tu sais, qui veut acheter sa Rolex et sa Porsche en m'expliquant que c'est quand même un investissement, mine de rien. Non, je rigole. non, mais c'est Je pas, sais Si, que- mais je suis t'as, pas du tout dans cette optique-là, mais c'est juste pour expliquer à l'audience qu'en fait, quand on parle de classe d'actifs, on pense à de l'or, on pense à la crypto-monnaie, on pense à des dollars, on pense, tu vois, Non, mais en fait, en gros, moi, il y a deux choses dans lesquelles j'investirais pas. Premièrement, j'investis pas mon cash en France en immobilier parce que je me dis c'est stupide on a déjà assez de parts de patrimonial en France en IMO, donc on va pas acheter des SCPI françaises ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, ça a aucun sens parce que on est déjà trop exposé entre guillemets sur la France en IMO. Donc ça, c'est le premier truc que je ferai pas. Et le deuxième truc que moi aussi qui est important pour moi, c'est aussi de réfléchir, alors ça c'est peut-être un peu mon côté écologique, et planète, etc. Mais de me dire, j'ai quand même envie de faire attention de pas investir typiquement dans McDonald's. Moi je peux pas, tu vois.
dans mes convictions personnelles, tu vois, je pourrais pas. Tu vois, la malbouffe et tout, l'obésité des enfants. Tu vois, il y a un moment donné, tu vois, il y a quand même des choses qui, pour moi, sont importantes. L'immobilier, moi, j'aime beaucoup parce qu'on loge des gens. Enfin, pour moi, ça fait du sens. Mais il y a quand même ce côté-là où, si on investit, on réfléchira quand même à la partie, voilà, de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle apporte à la planète, à la avec société. Du sens, c'est super intéressant comme réflexion, ouais. Donc ça c'est clair. Mais aujourd'hui, tu vois, on n'a rien en bourse. Ça on n'a pas. Et peut-être acheter des forêts, tu vois, ça c'est un truc qui me ferait kiffer pour me dire, on préserve quelques forêts en France, tu vois. Voilà, je sais pas, on verra. Top. Pour finir cette belle émission, j'aime bien aussi demander si vous avez une citation, un mantra que vous répétez d'une façon générale ou que vous pouvez de temps en temps partager avec vos proches, avec vos enfants. Voilà, est-ce que vous avez... Moi j'en ai une. T'en as une? Vas-y, je dirai la mienne après. Moi, ce que je pense, vraiment, et je la trouve puissante, c'est on sous-estime... Non, pardon, je recommence. On surestime ce qu'on peut réaliser en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut réaliser en 5 ans, en 10 ans. Ça, c'est... Gardez-le en tête. Faites les petites actions, et vous vous rendez pas compte 5 ans plus tard. Moi, personnellement, il y a 7 ans, jamais j'aurais cru que j'en serais là. J'aurais jamais pensé. Mais en fait, avec le temps et l'accumulation de tes actions, tu vas grandir et tu te rends pas compte. Enfin, bref, pour moi, ça c'est super important. Ouais, de ouf, je suis assez en accord. Et pour moi... ça fait écho au livre de Darren Hardy, les effets cumulés. Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que souvent les gens ils se disent ouais, c'est bon, en 1 an, je vais devenir rentier, machin, nan. Mais en fait, non, gars, tu deviendras pas rentier en 1 an. Mais par contre, tu peux faire un investissement intelligent qui va t'ouvrir les chakras, qui va faire que ton esprit va changer, et du coup, ton deuxième investissement sera encore mieux, et tu vas cheminer vers cette liberté financière. Mais en 1 an, tu peux pas y arriver. Enfin voilà, tu peux pas. En tout cas, pas. C'est possible, mais c'est pas la majorité des cas. Ouais, exactement, on a compris le message. Voilà, carrément. C'est pas la majorité, et pas avec un énorme cash flow si tu pars de zéro. Enfin, c'est chaud, quoi. Bref. T'as mieux que moi? Non, pas aussi bien. Mais moi, je suis plus orienté, en fait, passage à l'action. En fait, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que c'est bien d'écouter des vidéos, d'écouter des podcasts, mais à un moment donné, allez-y, quoi. Passez à l'action. Dès que vous pouvez mettre un pied dans une porte, mettez un pied dans une porte et vous verrez ce qui va se passer. Mais en fait, c'est en passant à l'action. Nous, honnêtement, on aurait pu passer encore des années à tergiverser. Et je me demande encore ce qui a fait qu'on est passé à l'action pour acheter l'immeuble. Ouais, on était fous, quoi. Je sais pas, c'est ce qui a changé notre vie. Donc, allez-y, quoi. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas plus bête que les autres. Vous apprendrez sur le terrain. Vous apprendrez chaque problème que vous allez rencontrer. Il y a toujours des solutions en face. Donc, vous prendrez le temps pour la trouver. Et puis, vous avancez. Puis, vous allez construire votre propre vie, en fait. Yes. Bah, écoute, deux très, très beaux messages, en tout cas, pour venir clore cette superbe émission. En tout cas, moi, j'ai été ravi de vous avoir et d'avoir ce témoignage qui retrace comme ça votre parcours et qui montre que même en couple, on peut être amoureux et faire des belles choses et faire des bons choix ensemble. Et ça, c'est canon quand même. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose, un petit mot de la fin sur ces 2 belles citations? Bah franchement, rien. Merci beaucoup Ismaël de nous avoir conviés sur ton podcast. C'était super et puis voilà. Yes, un grand plaisir. En tout cas, merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc les fondateurs du podcast Les Investisseurs Sereins, que vous proposez de l'accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier. Voilà, un accompagnement long terme de A à Z. Et puis, écoute, en tout cas, c'était un grand plaisir. Et puis, je vous dis à très très vite et très bonne journée à tous. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu.
Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.